Dans une école délabrée, Park Hyun-soo se faisait tabasser quotidiennement. Il était classé Gamma, le niveau le plus bas de l'établissement. Pendant que les brutes le frappaient, les professeurs passaient devant le combat, faisant semblant de ne rien voir. Sans argent, sans famille et sans personne pour croire en lui. Hyun-soo tenta de signaler les faits en ligne, contactant la police, mais rien ne fonctionnait jamais pour lui. Dans un désespoir total, il apporta de la mayonnaise à l'école pour un rituel viral impliquant mayonnaise, larmes et sang. C'était son dernier espoir de mettre fin à ce cauchemar. Quand il reçoit un coup de pied à la tête, son sang gicle en l'air et atterrit pile sur le rituel. Le cercle s'illumine et un héros apparaît, embrassant Gintae devant tout le monde. Tous restèrent figés, observant la scène. Quand le héros ouvre les yeux, il panique, se demandant ce qui se passe. Ki-Han-soo se demande si son pouvoir est d'embrasser. Gintae frappe le kisseur au visage. Il tente un autre coup, mais le héros l'attrape, lui serre le bras si fort que la brute essaie de s'échapper. Mais le héros, avec une agilité surprenante, le saisit par la jambe et lui fracasse le visage au sol, assommant Gint sur le cou. Les autres s'approchent pas pour se venger, mais le kisseur se met à distribuer des coups à tout le monde. Une fois le chaos retombé, le héros explique qu'il était en train d'embrasser sa femme dans son monde quand il fut soudainement transporté ici à cause du garçon. Après avoir mis les choses au clair, il conclut un pacte. Le héros devait nettoyer l'école des brutes et le garçon l'aiderait à rentrer chez lui. En traversant l'école, le héros sentit une puissance familière. En entrant dans les toilettes, son épée sacrée Grandelle était une ventouse de WC couverte de caca. Dans ce monde, des brutes entrent dans les toilettes, tabassant un gamin en surpoids. Le héros, honorant son pacte, saisit son épée couverte de merde et la jette en plein visage de la brute. Le garçon s'évanouit, asphyxié par la puanteur. L'un d'eux tenta de le prendre par surprise, mais juste au moment de frapper, le héros bloqua le coup par pur instinct. Il s'était déjà retourné, claquant la poupe épée en plein visage de l'agresseur. Hyun-soo prenait enfin sa revanche pour toutes ces années de souffrance. Après avoir réglé leur compte aux brutes des toilettes avec son épée sacrée dont personne ne supportait l'odeur, Hyun-soo expliqua que ces types étaient de rang bêta et qu'il y en avait de plus haut rang encore. Le héros caca planta son épée dans le sol et hurla à plein poumon, maudissant toutes les brutes, ce qui les fit toutes et tous sortir de leur classe, voulant écraser le héros. Le garçon paniquait, pensant qu'il allait mourir, mais le héros restait parfaitement calme, affirmant qu'il allait régler ça vite. Selon lui, la meilleure façon de gérer tous les délinquants de cette école était de les rassembler en un seul endroit. C'est ainsi que nos deux héros se retrouvèrent attaqués de deux directions. À ce moment, le jeune homme se mit à pleurer, pensant qu'il allait périr, et pourtant la nuit resta calme. Le héros expliqua qu'il avait deux raisons de s'en prendre aux brutes. La première était qu'il devait retourner auprès de quelqu'un d'important sans tarder, et la seconde qu'après avoir vu à quel point ces brutes étaient méprisables, il serait indigne de son titre de héros s'il n'agissait pas. Sur ce, l'homme au chapeau rouge décida de déchaîner sa première technique d'épée de classe héroïque. La puissante frappe, connue sous le nom de l'épée tirée, fut lancée sur les brutes, et sa puissance était telle qu'elle les submergea rapidement. Park Hyun-soo déclara que cette puissante technique d'épée était en fait une décharge d'égout, et d'un coup, les brutes eurent les yeux et la bouche remplis de caca. Cela mit les délinquants en rage, ils traitèrent le héros de lâche et décidèrent de l'attaquer par derrière. À ce moment, le héros décida d'utiliser son allié comme tremplin. Il trouvait plutôt ironique d'être traité de lâche par des délinquants. Après tout, c'était eux qui l'avaient attaqué en groupe. Malgré tout, ils étaient complètement à sa merci. Le héros n'eut besoin que d'un seul coup de poing pour s'occuper des lycéens qui faisaient les malins. Voyant sa force, les brutes décidèrent alors de sauter sur le héros. Alors, il saisit fermement sa puissante arme et déchaîna une tempête d'attaques sur ses nombreux ennemis. En un clin d'œil, les brutes volaient à gauche et à droite, mais c'est alors que ça arriva. Un gorille musclé réussit à attraper le chevalier par derrière. Cela ravit grandement le reste des délinquants. Lim Sang-dong, un catcheur pro numéro 1 du rang bêta de l'école, avait agrippé le chevalier de sa prise mortelle. L'élève était agacé que le héros l'ait attaqué avec du caca et décida de lui rendre l'appareil avec un suplex allemand, et pourtant quelque chose clochait terriblement. Pour une raison inconnue, le héros ne bougeait pas du tout. C'était la première fois que quelqu'un résistait au suplex allemand du colosse. Lim Sang-dong ne put s'empêcher de sentir qu'il essayait d'agripper une montagne inébranlable. À ce moment, le héros fit remarquer quelle déception l'élève devait être pour ses parents. En retirant la main de l'autre, il expliqua que s'il engendrait un jour une brute, il mettrait immédiatement fin à ses jours. Saisissant le délinquant par le col, il parla, et juste comme ça, après avoir été projeté au sol, le colosse fut assommé. Voir le numéro 1 du rang bêta se faire mettre KO si facilement instilla la peur chez le reste des élèves. Finalement, ils prirent tous leurs jambes à leur cou et décidèrent de fuir pour sauver leur peau. Les délinquants étaient furieux et humiliés de se retrouver à fuir quelqu'un qui se battait avec des égouts. Sur ce, le chevalier annonça à l'invocateur qu'il avait vaincu toutes les brutes et lui demanda s'il était satisfait. En voyant cela, des larmes coulèrent des yeux de Hyun-soo car une chose était désormais certaine, ils étaient perdus. Quelques instants plus tard, à l'entrée de l'école, les brutes demandaient à tous les élèves sortants s'ils avaient vu quelqu'un en costume de héros récemment. Notre protagoniste avait déjà prédit que les brutes envahiraient l'entrée de l'école. En d'autres termes, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne les trouve. À ce moment, le héros décida d'aborder le sujet de la tenue que l'élève lui avait donnée. Au début, il avait cru que c'était une sorte d'uniforme de combat, mais ce n'était que des vêtements de sport.
L'invocateur expliqua au héros que son armure attirait l'attention et les ennuis. Le héros fit alors remarquer que les brutes semblaient plus concentrés sur la recherche de Hyunshu que sur lui, ce qui fit que le garçon le blâma pour tout ce bazar. Cela fit expliquer au chevalier qu'il n'avait agi qu'à la demande de Hyunshu et que Hyunshu n'avait aucune idée de son imprudence. Et à la grande surprise du chevalier, on lui expliqua que s'il continuait à agir de manière aussi téméraire, il se retrouverait face à des ennemis plus puissants. Cela lui fit réaliser qu'il y avait une sorte d'élève roi démon puissant dans cette école. Park Hyun-soo expliqua que ce monde était un endroit où tout le monde était traité également, le lycée Seongsong Sud étant une exception notable. Le protagoniste demanda alors au héros de regarder les élèves devant eux. Park Hyun-soo décida d'expliquer le système de classement de l'école. Dans cet endroit, il existe 3 rangs d'élèves. Le premier est le rang gamma qui représente les élèves harcelés. Les brutes, en revanche, sont étiquetés comme rang bêta, le catcheur pro que le chevalier a vaincu hier étant leur numéro 1. Cela perturba le héros, car tout le monde aurait dû être terrifié par lui pour avoir battu le bêta le plus fort. Alors, Hyun-soo fit remarquer qu'il y avait un 3e rang. Selon lui, les rangs bêta n'étaient pas un si gros problème, et la vraie galère, c'était ceux du rang alpha. L'invocateur expliqua qu'il y avait actuellement 5 rangs alpha à l'école qui pouvaient représenter une menace pour le chevalier, même s'il était un héros. Pourtant, à son grand malheur, son nouvel ami, à l'esprit simple, comprit juste qu'il devait débusquer tous les ennemis et les vaincre tous. Hyun-soo décida alors de poser des questions sur la ventouse qu'il tenait, et ainsi le héros présenta sa fidèle épée sacrée, Grandel, à son nouvel ami. Alors qu'il expliquait ses doutes sur sa lame qui aurait dû décapiter l'ennemi sans effort, Hyun-soo paniqua, insistant que tuer était interdit. Il expliqua qu'il fallait acheter une nouvelle ventouse au chevalier, mais ce dernier affirma qu'une épée sacrée ne pouvait être ni achetée ni vendue. Et donc, alors qu'ils commencèrent à chercher un moyen de contourner discrètement l'ennemi, ils furent soudainement approchés par quelqu'un. Ce n'était autre que l'élève en surpoids de tout à l'heure qui affirmait pouvoir ouvrir une porte dimensionnelle. Le héros, perplexe, lui demanda s'il possédait vraiment un tel pouvoir. Le 3e expliqua qu'il ne connaissait rien à ces choses, mais qu'il était au courant d'un passage secret pour s'échapper de l'école. Cela dit, il demanda à nos héros de le suivre. Une fois arrivés, il leur indiqua l'emplacement du passage secret. Le gros les pressa ensuite de continuer à le suivre. Le jeune homme saisit l'occasion de remercier le héros d'avoir essayé de l'aider. Notre chevalier affirma qu'il ne faisait que son devoir. Le gros se mit à pleurer, les remerciant encore avant de s'excuser pour sa trahison. Il était maintenant félicité. Le numéro 1 des rangs bêta affirma qu'il n'avait pas à être désolé. Il expliqua qu'en échange de cette énorme faveur, lui et le reste des brutes acceptaient d'arrêter de le harceler, lui et les autres rangs gamma, pendant un mois entier. Lim Sang-dong était fou de joie de retrouver le héros. Cette fois, il avait amené du soutien armé et était impatient de les lâcher. Voyant cela, le héros demanda à son ami de reculer. Son plan était de repousser les délinquants pour créer une voie d'évasion pour Hyun-soo. Et pourtant, alors qu'il se préparait au combat imminent, un géant l'attrapa soudain par derrière. Lim Young, le numéro 5 des rangs alpha, exigea de savoir si le héros était bien celui qui avait blessé son jeune frère. Young, furieux que Sang-dong ait été blessé, dit au chevalier de se tenir prêt car il allait se venger. À ce moment, Park Hyun-soo regarda avec horreur le héros être férocement projeté au sol. Maintenant que c'était réglé, le héros était enfin hors de portée de la brute. L'alpha se tourna alors vers l'acolyte du héros. Young-soo était interpellé pour avoir osé perturber le rassemblement des rangs. Lim Hyung dit au maigre intello de se préparer au même sort que le héros, et c'est alors que quelqu'un décida d'intervenir. Pour une raison quelconque, l'intello soumise et en surpoids de tout à l'heure commença à faire des siennes. Il rappela à l'alpha leur accord. Pas de harcèlement pendant un mois s'il leur amenait ceux qui avaient fait du tort à son frère. Lim Hyung fut choqué d'être traité de brute et pressa les rangs gamma de s'avancer. Les élèves horrifiés n'eurent d'autre choix que d'obéir, car au final, ils étaient aussi impuissants que des moutons face à un loup puissant. L'alpha semblait très imposant et gifla l'un des élèves au visage. Le colosse exigea des réponses, demandant aux élèves s'ils les avaient déjà harcelés. Face à une présence si imposante et terrifiante, le gamma n'eut d'autre choix que de se soumettre. Finalement, il fut contraint d'affirmer que ce n'était pas du harcèlement, mais une sorte de jeu amusant. Vint le tour du rang gamma numéro 2. Hyun-soo regarda avec stupéfaction, car lorsqu'on lui posa la même question, le 2e élève donna la même réponse. Il ne pouvait croire ce qu'il voyait, car c'était la forme la plus pure de harcèlement. Vint le moment d'interroger le 3e élève, mais alors qu'on posait la question, tous furent choqués par le chevalier debout, même son invocateur fut stupéfait. Et avant que la brute ne puisse même s'en rendre compte, il se retrouva frappé au visage avec une ventouse. Le héros expliqua qu'il n'avait pas besoin d'enquêter pour savoir si Hume était un délinquant ou non, car le rat venait de se démasquer. Il était temps de lancer la contre-attaque. En un éclair, le géant se retrouva à encaisser une tempête de coups de ventouse. Cela le mit en colère, et il attrapa le héros par la veste avant de bien lui saisir la main. Voyant qu'un seul coup semblait inefficace, le harceleur décida de répéter le même mouvement encore et encore, mais ce n'était pas vraiment impressionnant. Malgré sa force, il fut incapable de faire basculer son léger adversaire. Après avoir compris pourquoi, l'alpha fut choqué. Alors qu'il était contré par une simple ventouse, quelques instants plus tôt, le protagoniste avait tenté d'enseigner au héros la compression et l'expansion.
Hunsu expliqua au chevalier qu'il devrait au moins apprendre les propriétés fondamentales de sa sainte ventouse, car l'autre mondain affirmait pouvoir simplement y fixer une lame. Le lycéen s'y opposa fermement. Voyant cela, l'autre mondain décida de faire une démonstration directe en demandant au chevalier de planter la ventouse dans le sol. Pour démontrer le concept, le jeune homme tenta alors de retirer la ventouse, mais le héros le prévint que lui seul pouvait manier une épée sacrée. Malgré sa faiblesse, le jeune homme aux yeux brillants était sûr de pouvoir retirer une simple ventouse et il fut ainsi encore plus convaincu qu'il avait affaire à une véritable épée sacrée. De retour au présent, Hunsu affirma au chevalier qu'il venait d'utiliser le concept de compression et d'expansion de sa ventouse, et comme il fut expliqué que ce serait son arme contre les brutes, il la retira du sol. À la surprise générale, le héros planta ensuite sa puissante arme sur la tête de son adversaire. L'alpha fut assez confus. Il trouvait plutôt ridicule que la contre-attaque du jeune homme soit juste de lui donner ce chapeau absurde, mais en essayant de l'enlever, la brute rencontra quelques difficultés techniques. Pour une raison quelconque, la ventouse était collée à sa tête. La brute fut choquée de ne pas pouvoir se libérer d'une simple ventouse et il commença même à s'interroger sur la vraie nature de l'objet. En voyant cela, l'un des rangs Gamma ne put s'empêcher de rire. Il fit immédiatement remarquer à quel point la chose était sale. Ils commencèrent alors à se moquer de lui, incapable de se libérer d'une simple ventouse. Après avoir entendu cela, les élèves affirmèrent, moqueurs, que nettoyer les toilettes devait être la tâche la plus difficile et il décida de l'enlever par la force. Pourtant, malgré tous ses efforts, il fut incapable de la décoller. À ce moment, le héros décida de passer à l'action et frappa l'adversaire au visage. Le coup de poing fut si puissant que même l'alpha costaud fut projeté de quelques pas en arrière. Young tenta alors de frapper le héros qui esquivait, l'accusant d'utiliser de la colle, et alors qu'il affirmait que c'était la seule explication logique, il se retrouva soudainement frappé à l'estomac. C'est à ce moment que le puissant alpha subit de gros dégâts. Voyant cela, les rangs bêta furent horrifiés et chargèrent pour aider Young. Voyant cela, le héros saisit fermement sa sainte épée. Avant même qu'il ne puisse réaliser ce qui se passait, la brute se retrouva projetée en l'air et d'un coup, l'alpha fut lancé sur ses subordonnés. Young-She n'en pouvait plus et d'un coup, le numéro 5 du rang alpha fut mis hors de combat tandis que son jeune frère tentait désespérément de le réveiller. Young-She essaya de se souvenir comment il en était arrivé là. C'est alors qu'il se rappela avoir commencé tout cela pour son jeune frère, mais juste au moment où le POV allait basculer en flashback, quelqu'un brisa le panneau pour gagner du temps d'écran. Le héros demanda à son invocateur d'observer attentivement les yeux de l'ennemi. Il expliqua que c'était le même regard que les démons vaincus avaient quand ils voulaient raconter leur passé. Cela dit, l'autre mondain décida de porter le coup de grâce et affirma que ces gens n'étaient rien d'autre que de simples délinquants. Cela dit, il était temps de s'occuper du jeune frère, mais à la surprise de notre héros, celui-ci était au téléphone. Malgré sa situation, l'appel semblait avoir soulagé Lim Sang-dong. En fait, il était ravi que des renforts soient en route. Cela dit, tout le monde reçut l'ordre de s'incliner. Les 4 autres rangs alpha firent enfin leur entrée. Certains élèves commencèrent à allumer leurs cigarettes, mais cela contraria fortement quelqu'un. L'esprit combatif des rangs bêta chuta immédiatement en voyant que la personne agacée était un alpha. C'était nul autre que Bêta Bourgeois, le numéro 4 des rangs alpha. Voyant cela, l'élève s'excusa immédiatement. L'un de ses amis fit remarquer à quel point il semblait contrarié aujourd'hui. Le numéro 4 expliqua qu'il avait toutes les raisons d'être en colère, car quelqu'un s'était immiscé dans leurs affaires juste au moment où les choses commençaient à prospérer, mais en arrivant sur les lieux, ils furent complètement choqués. Tout le monde avait déjà été mis hors d'état de nuire. 5 minutes plus tôt, Lim Sang-dong ne put se contenir plus longtemps. Il se mit à rire comme un fou, affirmant que nos héros allaient de périr. C'est alors que quelqu'un lui donna une claque sur la tête. Le héros l'exhorta à ne parler que pour lui-même. Il se tourna ensuite vers son ami et fit remarquer que des renforts semblaient s'arriver, mais à son plus grand choc, Yun-Shi parut horrifié et se mit à trembler de tous ses membres. Remarquant un signe de panique, il interrogea le gros sur la sortie secrète qu'il était censé leur montrer. Alors le gros expliqua qu'il venait de la créer, faisant réaliser aux maigres qu'il leur avait menti depuis le début. Malgré tout, Yun-Shi réalisa que ce n'était pas le moment de céder à la panique. Bien que son ami ait vaincu le numéro 5 des rangs alpha, il n'était pas sûr de pouvoir affronter les 4 restants. En fait, il n'était même pas sûr que le héros puisse gérer un combat en 1 contre 1 avec l'alpha numéro 1 de l'école. Voyant cela, il réalisa qu'il ne restait qu'une chose à faire. Comme il l'avait prédit, le héros ne reconnut pas le danger et affirma qu'il pouvait simplement battre le reste des brutes. Alors, l'invocateur pointa sa créature vers le reste des rangs gamma impuissants. Yun-Shu expliqua que s'il se concentrait sur le combat contre l'ennemi, personne ne serait là pour les protéger. À ce moment, on rappela au héros que son devoir n'était pas de tuer, mais de protéger. La Sainte Épée fut d'accord avec le lycéen. Elle fit immédiatement remarquer à son porteur qu'ils avaient appris de première main, en chassant les démons, qu'étudier l'ennemi était un impératif si l'on voulait l'écraser, et donc la meilleure chose à faire était d'essayer de s'échapper de cet endroit.
Ainsi, après de nombreux efforts, Yunku réussit à convaincre le héros. Quand on lui demanda s'il connaissait un chemin pour s'échapper, le jeune homme déclara simplement qu'il devait y passer par le trou pour l'instant. C'est alors seulement qu'ils remarquèrent une petite armée bloquant leur chemin. Les brutes voulaient tenir la ligne jusqu'à l'arrivée des rangs alpha pour s'occuper des fauteurs de troubles. C'était plutôt agaçant car il ne restait plus de temps pour reprendre la porte principale. Voyant cela, le héros décida d'ouvrir un chemin. Son but était de laisser son ami et le reste des rangs gamma s'échapper. Et d'un coup, le chevalier et sa ventouse chargèrent l'armée entière de délinquants armés. De retour au présent, les rangs alpha qui venèrent d'arriver furent choqués de voir que l'ennemi avait rapidement vaincu leur force avant de s'échapper. Le gamer trouva cela étrange car son grand-père n'avait pas mentionné d'élèves transférés et aucune école voisine n'agirait sur leur territoire. Ainsi, selon Su Songman, le superviseur des transports et numéro 3 des alphas, une seule explication subsistait. Il a donc commencé à accuser Lee Ki-moon-yoon, le numéro 2 et chef de la logistique. Lee Ki-moon-yoon a insisté sur son innocence, expliquant que si Songman voulait se défouler, il ferait mieux de commencer par le gamer qui dégageait une aura carrément meurtrière. Songman n'a pas reculé et a riposté. Alors que les deux colosses dégageaient leur aura meurtrière, tous les élèves étaient horrifiés, sauf un, imperturbable. Le blond les a exhortés à s'arrêter. Il a expliqué que ce n'était pas le moment de se chamailler car il manquait déjà de personnel. Alors qu'il exigeait un rapport sur les coupables, le blond a été informé que l'intrus était avec quelqu'un des rangs gamma. Apprenant qu'on le traitait de héros, une rage soudaine a éclaté dans les yeux du jeune homme. Pendant ce temps, le héros en question semblait perplexe. Il était fasciné par ces carrosses sans chevaux que son ami appelait voitures. Alors qu'il se chamaillait, un jeune homme avec une ventouse voulant en essayer une, quelqu'un a rapporté à son chef avoir localisé un étrange fauteur de troubles de Seongzang qui semblait être leur cible. Plus tard, cette nuit-là, le garçon a demandé au héros s'il y avait de puissants démons dans son monde. Le jeune homme a confirmé, mentionnant le roi démon et les 5 étoiles élémentaires, ce qui sonnait étrangement familier à l'oreille du garçon. Avant d'être invoqué dans ce monde, le chevalier avait vaincu le roi démon et ses subordonnés. Malgré tout, le héros devait vite retrouver sa force, car la race démoniaque pouvait réapparaître à tout moment. C'est à ce moment précis que nos héros sont arrivés. Le lycéen l'avait emmené dans l'autre monde. Chez lui, au début, le héros a cru que tout le bâtiment était la résidence du parc, alors le jeune homme a expliqué que ce n'était pas le cas. Soudain, quelqu'un a ébloui le héros avec une lumière vive. Le chevalier fut la cible d'une attaque surprise. Malgré tout, il a réussi à bloquer la batte de métal, mais la puissance du coup a fait perdre l'équilibre au héros. L'attaquant fut surpris de voir son coup bloqué. Eishua et le héros se sont retrouvés face à une énorme bande de motards. Leur chef a exigé de savoir si le héros était celui qui avait battu les rangs bêta et mis Aichuanse hors d'état de nuire. Le superviseur du travail était maintenant face à face avec le héros. Interrogé à son sujet, Aichuanse a informé son ami que c'était le numéro 4 des alphas. Le numéro 1 leur avait strictement interdit d'agir en premier, et pourtant le superviseur du travail a décidé de désobéir. En fait, ils voulaient affronter le héros ici et maintenant. Soudain, leur combat fut interrompu par le protagoniste principal de tout Isekai. Le motard n'a même pas pu réagir, il a été percuté par un camion géant, ses subordonnés étaient horrifiés. Le numéro 4 souffrait terriblement. Alors que le coupable se révélait, les délinquants agacés ont exigé qu'il les affronte comme un vrai homme. Mais ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé à qui il parlait, c'était nul autre que l'alpha numéro 1. Le chevalier, qui avait mis son ami à l'abri juste à temps, s'est précipité pour le vérifier mais a trouvé le garçon horrifié. Yunqing fut choqué par cette présence inattendue et terrifiante qui a immédiatement tourné son attention vers le héros. Le numéro 1 était choqué que le jeune homme fasse encore des siennes dans ce monde aussi et il a affirmé que son numéro de héros était répugnant. Alors que l'alpha numéro 1 révélait ses yeux, il a prétendu être un héros lui aussi. Ceci dit, le blond a demandé au roux s'il se souvenait enfin de lui. Quand on cherche une mayonnaise saine et savoureuse, il faut en trouver une faite avec les meilleurs ingrédients nutritifs. La mayonnaise Hibet est maintenant disponible en ligne. Le conducteur était intrigué par la quantité de publicité pour la mayonnaise qu'il voyait chaque jour. Il a dit que c'était un choc de voir quelqu'un dominer l'industrie alimentaire avec un seul condiment. Mais alors qu'il voulait finir son travail pour se détendre, il a remarqué quelque chose d'intrigant dehors. À ce moment-là, le héros a eu une révélation. Maintenant, avec le blond devant lui, il s'est immédiatement excusé, affirmant qu'il ne savait rien de ce monde. Le chevalier ignorait que quelqu'un d'autre utilisait le titre de héros ici, quand soudain son adversaire a tenté de le prendre par surprise. Malgré tout, le héros a bloqué le coup de poing et s'est excusé de ne pas se souvenir du blond, exigeant pourtant une explication. Le héros numéro 1 a affirmé qu'il se fichait que le roux se souvienne de lui, libérant son poing pour un coup de pied. Ce fut un choc pour notre héros car c'était la première fois que quelqu'un parvenait réellement à le blesser. L'alpha numéro 1 était déterminé à le tuer ici et maintenant. Voyant cela, le chevalier a reculé de quelques pas. Il a ensuite interrogé son ami sur ce puissant individu blond.
Xie Kuan-su l'a présenté comme Cho Jin-sung, l'alpha numéro 1 et le chef des délinquants de leur école. Jin-sung a exhorté ses hommes à éviter toute interruption et les délinquants se sont donc déplacés rapidement. Ils avaient déjà pris position, maintenant complètement encerclés, Ai Kwon-su a réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Le héros a demandé à son ami de ne pas intervenir dans son combat. À ce moment-là, l'épée a averti son porteur blessé de l'ennemi car il émettait une étrange présence à la fois étrangère et familière. Voyant cela, le chevalier a jugé sage de terminer ce combat au plus vite. À ce moment-là, le tyran a commencé à se moquer du héros pour ensuite se prendre une ventouse en pleine figure. Le héros n'avait pas fini, il s'est préparé et a bombardé son adversaire d'une tempête de coups. Le héros a alors rassemblé toutes ses forces et a décidé de porter le coup de grâce, et pourtant quelque chose s'est produit. Tout à coup, notre chevalier n'avait pas réussi à terminer le combat rapidement. Il fut choqué de voir que l'ennemi avait paré son attaque avec des vêtements. Le grand chef a alors fait remarquer qu'il était normal qu'une épée sacrée fasse plus mal qu'une simple ventouse, tout en se moquant de sa nouvelle forme. Et ainsi, en un clin d'œil, il a utilisé sa veste pour écarter la ventouse et a frappé l'ennemi au ventre. Le coup fut si puissant que le héros fut projeté au loin. Selon l'alpha, l'épée sacrée ne servait plus qu'à nettoyer les toilettes. À ce moment-là, le chevalier a utilisé son arme pour s'accrocher au sol. Ainsi, il s'est empêché de voler plus loin. Son but était d'utiliser le recul de la ventouse pour rebondir sur l'adversaire. Quand soudain, quelque chose lui a été lancé au visage, la veste avait bloqué son champ de vision et avant même qu'il ne s'en rende compte, le héros s'est retrouvé avec un coup de pied à la tête. Son adversaire ne voulait pas lui donner l'occasion de riposter, mais le jeune homme est resté debout. Il a écarté la veste et a chargé son adversaire, qu'il a facilement esquivé avant de lui asséner un coup de pied en plein visage. Et juste comme ça, il a été projeté contre le mur formé par les brutes. Ils n'ont pas lâché l'affaire et ont commencé à se moquer de lui, affirmant que leur chef super fort était en train de l'humilier. L'un d'eux a même osé lui donner une tape derrière la tête. Voyant cela, le héros a décidé de riposter, il a alors balancé son arme de toutes ses forces, avec la brute toujours accrochée. Le méchant fut surpris, alors que le sbire était projeté sur le grand chef, il a commencé à prier, pensant que sa dernière heure était venue. Malgré tout, l'alpha numéro 1 l'a simplement utilisé comme tremplin et a reproché au héros d'utiliser sans vergogne des gens comme armes. Mais le chevalier a refusé de considérer les brutes comme des personnes et a ensuite tenté de frapper l'ennemi avec une vraie moto. L'attaque fut si puissante qu'elle a projeté le numéro 1 au loin, le faisant s'écraser contre un mur voisin. Selon le héros, son adversaire et les autres de son espèce ne devraient pas être appelés humains. L'ennemi ne pouvait qu'être d'accord. À ce moment-là, il a fermement saisi une chaîne et a rapidement empêtré le héros, affirmant que cela ne le dérangeait pas. Selon le grand chef, la loi de la jungle s'applique partout et seuls les plus forts survivent dans ce monde. En fait, il a affirmé que la loi de la jungle était absolue dans tous les royaumes et mondes. Mais alors que le garçon était sur le point de porter le coup final, tout le monde fut surpris par le son des sirènes. Quelqu'un ayant été témoin de la scène avait appelé la police. Cela a laissé le chef plutôt déçu et il a donc décidé d'arrêter le combat pour l'instant. Après avoir balancé sa chaîne et tout détruit sur son passage, même le puissant héros n'en croyait pas ses yeux. Au final, l'alpha a trouvé cela assez décevant et a décidé de faire ses adieux au chevalier. Il a essayé de se remettre debout mais était trop faible. En entendant le héros affirmer qu'il voulait exterminer sa race, la brute fut enragée. Le héros voulait traquer chaque brute existante et mettre fin à leur mal, même si la chasse le menait au bout du monde. La brute a trouvé ces mots dignes du héros mais doutait qu'il puisse tenir sa promesse car au final il se battait seul. Selon le grand chef, le chevalier est devenu le centre d'intérêt de tous dès qu'il a semé le chaos à l'école. En d'autres termes, tous les délinquants de chaque école voisine étaient maintenant à ses trousses, sans aucun allié. Le chef a ensuite affirmé qu'il aimait les défis et a promis d'exterminer personnellement le héros la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Ceci dit, le chevalier s'est effondré au sol. Le héros se sentait extrêmement fatigué, car depuis qu'il était apparu dans ce monde, il n'avait fait que se battre et fuir. Voyant cela, le lycéen a décidé de l'éclairer. Il a informé le héros que c'était encore son premier jour sur Terre. Pendant ce temps, sur la route, alors que le grand chef s'éloignait avec ses délinquants, il a dit à la personne au bout du fil qu'il avait confirmé ses soupçons. Cela a rendu l'autre furieux qu'il ait laissé le héros s'échapper. Alors, le numéro 1 a expliqué qu'il était voué à revenir, car au final, il restait un héros. Le jeune homme était déterminé à prouver son point. Il voulait désespérément montrer au héros que dans ce nouveau monde, il ne pourrait pas protéger les faibles. Le même héros qui somnolait actuellement. Autrefois, alors que le volcan entrait en éruption, le héros et son groupe se sont retrouvés encerclés par des démons. À cause de son insouciance, il se battait contre une énorme horde organisée de démons et alors qu'il essayait de réfléchir à un plan, la sainte demoiselle l'a exhorté à se concentrer. Elle a dit que même quand les choses devenaient difficiles pour lui, il pouvait toujours compter sur leur aide. Ibib le mage a acquiescé. Son ami Daeon a dit qu'il protégerait les bagages à tout prix et ainsi, avec ses alliés à ses côtés, le héros légendaire a décidé de foncer. Un démon taureau a réussi à le bloquer. La créature a dit que le héros devait rêver, alors le chevalier en armure l'a attrapé par le cou. Le héros a insisté que son rêve n'était pas impossible et qu'il pouvait tout faire avec ses camarades à ses côtés.
Le démon étranglé a crié désespérément, essayant de dissiper le malentendu. Tian Suno a dit à son ami qu'ils allaient être en retard pour l'école. À ce moment-là, le héros a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Plus tard ce jour-là, Shogyutae avait du travail. Sa tâche était de réparer le trou dans le mur. C'était plutôt scandaleux qu'il soit réduit à faire des corvées. Considérant qu'il était une brute bêta, quelqu'un l'a appelé à ce moment-là. Cette personne avait entendu dire que le gamin aux cheveux roux était le premier à s'être frotté au héros. Le chef des transports voulait savoir comment il avait fini par se battre avec le roux. Kyutei a expliqué qu'un jour de pluie, une lumière aveuglante est sortie d'une mayonnaise au sol et soudain il a trouvé le héros essayant de s'imposer à lui. Pourtant, cette histoire ne semblait pas plausible. Le gamer a exhorté son grand ami à y aller doucement avec le gamin. Après tout, ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer le mur. Gyutae avait du mal à comprendre pourquoi il était puni pour avoir dit la vérité. Cela l'a laissé plutôt enragé. Il a commencé à blâmer le héros pour toute sa misère. Le jeune homme a même crié que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, il ferait ramper le roux par terre seulement pour que le roux apparaisse juste devant lui et confirme qu'il rampait déjà. Peu après, Yunsu l'a suivi à travers le trou. Le héros connaissait maintenant le nom de la brute. Tenant fermement sa ventouse, il a demandé à Kyuta s'il était toujours une brute, car le garçon jurait être une personne différente maintenant. Venu réparer le mur, le chevalier l'a exhorté à s'excuser auprès de son ami. Voyant cela, Gyutei s'est tourné vers Yunsu et s'est excusé pour tous les ennuis qu'il lui avait causés jusqu'à présent. Au début, il semblait que Yunsu allait accepter les excuses, seulement pour qu'il gifle soudainement sa brute au visage. L'invocateur a alors averti son invoqué d'arrêter de faire confiance aux gens si facilement et de leur pardonner comme ça. Il a ensuite demandé s'il avait un plan vu qu'ils étaient maintenant à l'école, car sortir en public les ferait tomber sur les brutes d'hier. Les choses pourraient même devenir très compliquées s'il tombait sur l'un des alphas. Pour cette raison, il a été conseillé au héros de bien réfléchir à un plan avant d'agir. Le chevalier, qui pensait être assez fort pour vaincre la brute, ne s'attendait pas à ce qu'ils soient si nombreux et si coordonnés. Cela l'a ramené à son premier palier d'aventurier, à l'époque où son groupe était encore à ses côtés. En d'autres termes, le héros a dit qu'il devait acquérir deux choses. La première était des informations sur l'école et la seconde des alliés fiables. Hyung-Jing a vite supposé que c'était le début de son arc d'entraînement. À ce moment-là, Gyutei s'est levé, le garçon s'est offert comme camarade au héros et a promis des résultats. Et ainsi, après avoir fait taire le bruyant gêneur, nos héros ont décidé de reprendre leur importante conversation. Hyung-King a proposé de reporter le recrutement d'alliés et de se concentrer sur la collecte d'informations pour l'instant. Il a été révélé que même Hyung-King ne pouvait pas retourner en classe car il était ciblé. Son ancienne brute a essayé de s'éclipser discrètement. Ce n'est qu'alors qu'ils ont tourné leur attention vers lui. Hyun-Soo a poliment demandé à Gyutei s'il pouvait leur donner un coup de main. Peu après, sur le parking de l'école, on a dit aux élèves Gamma de se dépêcher. Le responsable a dit qu'ils devaient finir avant le début des cours. Ce n'est qu'alors qu'il a arrêté un des élèves et a exigé la boîte qu'il portait. La brute a ensuite dit au pauvre gamin de dégager. Ce délinquant, qui adorait son travail, a décidé de jeter un œil à la délicatesse du jour, seulement pour être surpris quand quelqu'un l'a repéré. C'était nul autre que Gyutei qui lui amenait plus de travailleurs. Quelqu'un a demandé pourquoi les nouveaux portèrent des masques. Le gamin aux cheveux roux a expliqué qu'ils étaient malades. Selon Gyutei, contenir leur maladie était essentiel pour maintenir l'efficacité des travailleurs. Sur ce, les responsables sur Terre ont commencé à travailler. Han-Soo était soulagé, pensant qu'il avait été découvert, tandis que le chevalier était surpris par l'efficacité des masques. Ceci dit, Gyutei les a informés que leur tâche était de descendre ces boîtes au sous-sol, et comme il était ignoré une fois de plus, le garçon n'a pas pu s'empêcher de se sentir blessé. Une fois dans le camion, le héros a demandé à son partenaire pourquoi ils étaient là, puisqu'ils avaient désespérément besoin de recueillir des informations. Il lui a donc été révélé que ces articles étaient transportés ailleurs, car leur école gagnait de l'argent grâce au transport de marchandises. En surface, il semblait que l'école permettait aux élèves d'acquérir de l'expérience et de gagner de l'argent. En réalité, cet endroit n'était pas différent d'un atelier de misère à la Apple. En fait, les rangs Gamma étaient forcés de travailler gratuitement entre les cours. Le héros a immédiatement comparé cela à des démons réduisant les humains en esclavage. Ceci dit, le protagoniste a décidé de fouiller la cargaison pendant que le héros transportait les articles au sous-sol. Et pourtant, dès que l'infiltré est descendu du camion, Grandel est tombé de sa poche et a commencé à rouler pour ensuite percuter quelqu'un. En y jetant un œil, l'élève fut intrigué par la ventouse. Son propriétaire s'est excusé profusément. Le jeune homme a soigneusement analysé ses caractéristiques uniques, comme ses cheveux et sa ventouse, et pourtant il n'a pas prononcé un mot. Au lieu de cela, il a doucement rendu la ventouse à son propriétaire. Alors que le héros promettait de lui rendre sa gentillesse un jour, l'élève lui a simplement demandé de ne pas en faire tout un plat. Quand on lui a demandé où il était, le chevalier a affirmé qu'il faisait quelque chose d'important. Hyun-Soo a demandé à son ami de le suivre au sous-sol. À ce moment-là, le héros a interrogé son camarade sur les professeurs qui ne devraient pas fermer les yeux sur le problème. Le garçon a affirmé que non. À ce moment-là, un professeur s'est précipité sur la brute, lui criant dessus pour avoir fait travailler l'élève. L'homme a été forcé de rappeler à l'élève une fois de plus qu'il devait le payer d'abord avant de procéder à l'opération. Le professeur a insisté qu'il était sur le point d'aller lui donner l'argent. Maintenant, avec l'argent en main, l'homme a décidé de prendre congé. Un des élèves lui a demandé si ce n'était pas déjà l'heure des cours, mais à leur horreur, le professeur a affirmé qu'il ferait de l'auto-apprentissage aujourd'hui car c'était un bon exercice physique qui leur rapporterait de l'argent. L'homme a donc quitté les lieux, affirmant qu'ils apprécieraient cela un jour.
Voyant cela, le héros a réalisé que les adultes de cette école étaient aussi problématiques. Dans cette école, l'argent était la cause de tous les problèmes. Au final, chacun ne pensait qu'à soi. Selon le garçon, une personne tirait le plus de bénéfices de cette situation. Choi Jin-sung, l'alpha numéro 1 et le chef de la pyramide de Ponzi. Nos héros ont alors commencé à discuter de l'intrigue que le grand chef connaisse le héros et même son épée sacrée, et ils ont donc décidé d'enquêter sur l'affaire. Soudain, une troisième présence a acquiescé. Cette personne a souligné comment nos héros avaient pu infiltrer discrètement cet endroit. C'était nul autre que le numéro 3 des alphas, Soo Song-man, le superviseur des transports. Autrefois, à l'ère de jeu, quelqu'un a approché un petit garçon. Le petit était impressionné par tous les jouets. Il s'est ensuite excusé auprès de leur propriétaire qui devait être fâché qu'il les ait touchés sans permission. Mais le petit garçon a affirmé que ce n'était pas le cas et a même proposé de jouer ensemble. De retour au présent, nos héros surpris ont reculé. Le garçon a confirmé les soupçons du héros. Ils étaient maintenant devant l'un des alphas. Voyant cela, le chevalier l'a chargé aussitôt. Song-man a réagi vite et tout à coup, il est tombé au sol. Il ne s'attendait pas à ce que le roux l'attaque de nulle part. Cela a grandement troublé le héros. Il a même commencé à douter que ce garçon soit l'un des alphas. Plus tard, dans un endroit plus privé, tout a été expliqué au héros. Song-man a affirmé qu'il n'avait pas choisi de devenir un alpha. Le jeune homme l'a confirmé, soulignant qu'il n'était pas physiquement apte à être un délinquant. Et quand on lui a demandé de jurer sur la vie de ses parents, Song-man a expliqué qu'ils étaient déjà morts du d'ailleurs tous les deux. Normalement, Song-man se serait présenté, mais il a jugé cela inutile car In Woo-soo le connaissait déjà. Au final, tout le monde savait qu'il était le petit-fils du président de l'école. Voyant que le chevalier ne savait pas ce que président signifiait, son ami Twink a décidé de l'éclairer plus tard. À ce moment-là, Song-man leur a donné les infos qu'il cherchait. Choi Jin-sung est l'alpha numéro 1 de cette école. Cela fait déjà 3 mois. Dès que ce jeune homme a fait irruption dans l'école, le directeur lui a hurlé dessus pour être entré si grossièrement dans son bureau. Mais avant même qu'il ne puisse réagir, le garçon a commencé à s'imposer. Une fois devant le président, Jin-sung a décidé d'aller droit au but, sans détour. Song-man n'avait aucune idée de ce que son grand-père et cette personne s'étaient dit. Tout ce qu'il savait, c'est que le lendemain, un nouvel élève est arrivé à l'école. Dès son arrivée, Jin-seong a rencontré une résistance plutôt insignifiante. Ce jeune homme recourait immédiatement à la violence chaque fois que quelqu'un osait se mettre en travers de son chemin. À cause de cela, une nouvelle hiérarchie s'est rapidement établie dans l'école, Song-man devenant un alpha grâce à ses liens avec le directeur. Cela dit, le gamer a révélé tout ce qu'il pouvait à nos héros. Quand on lui a demandé pourquoi il les aidait, le jeune homme a simplement tendu la main, proposant aux héros de travailler ensemble. Il a affirmé que son but principal était d'éradiquer les brutes de l'école et a expliqué que c'était le moment idéal pour agir, vu que les numéros 4 et 5 étaient actuellement hors jeu. Song-man a affirmé avoir un plan pour faire tomber le numéro 1 et le numéro 2 de l'école. Après avoir analysé la situation avec soin, le héros a confirmé que, tout comme lui, il voulait éradiquer toutes les brutes. Malgré tout, il a jugé cette alliance inutile. Cela dit, le héros a décidé de partir, son ami le suivant de près. Quand on lui a demandé s'il allait le poursuivre, le garçon a affirmé que non, pas du tout. Song-man avait maintenant une idée claire du genre d'homme qu'était le héros qu'il comptait utiliser et il a donc décidé de simplement l'observer un moment. Peu après, Yoon-soo a demandé au héros pourquoi il avait refusé Song-man malgré son besoin désespéré d'alliés et le chevalier a révélé que, malgré sa position, il n'avait jamais eu de rancune personnelle contre les démons. Le héros a révélé qu'il avait simplement pris l'épée pour protéger les gens dans le besoin, et qu'il serait donc sans scrupule de s'allier à un homme mauvais pour en vaincre un autre. Et comme il a fait remarquer que quelque chose sentait bizarre chez lui, le garçon a supposé que le héros faisait référence à l'odeur de Song-man, mais le héros a affirmé que non. La petite voiture brillante que le petit-fils du directeur avait sur son bureau avait autrefois été tachée de sang. Le héros pouvait sentir un monstre sous la peau de Song-man. Pour cette raison, s'allier à lui pourrait s'avérer être un très mauvais choix. Pour cette raison, le héros a jugé sage de ne pas recruter d'autres alliés que son ami pour l'instant. Yoon-soo avait mal jugé le héros car il n'était pas simplement une tête brûlée douée pour le combat, mais quelqu'un qui planifiait de manière rationnelle. Le plan du héros était de continuer à se battre, ignorant le manque d'effectifs et d'informations. Pour cette raison, il valait mieux commencer petit, la première étape étant de voir où se dirigeait le camion. À ce moment-là, le garçon a fait remarquer aux héros qu'ils avaient oublié de mettre leur masque, les pros. C'est ainsi que, suite à une simple erreur, le héros s'est retrouvé chargé par une bande de délinquants. Le chevalier a fermement saisi son arme sacrée et a commencé à brutaliser quiconque s'approchait de lui. Soudain, il a remarqué que le camion était déjà en mouvement, alors il s'est vite tourné vers son ami, mais celui-ci était introuvable. À ce moment-là, le moteur a démarré. Yoon-soo a demandé au héros de monter rapidement. Le guerrier intrigué a demandé à son ami s'il savait conduire ce genre de truc. On lui a dit d'arrêter de perdre du temps, et sur ce, ils ont tous les deux commencé à suivre le camion. Voyant cela, les brutes ont essayé de fermer la porte, alors le héros a demandé à son ami de mettre les gaz. Et sur ce, toutes les brutes ont été balayées. Maintenant que les nuisances étaient écartées, le héros et son puissant coursier se sont précipités pour suivre le camion. Le chevalier ne s'attendait pas à ce que son ami ait un tel talent.
Oh Hyun-soo a révélé comment il avait été forcé de devenir livreur pour rembourser les brutes. Le camion était maintenant en vue. Voyant cela, le lycéen a demandé à son ami de bien s'accrocher car il allait maintenant rouler à toute vitesse. Pourtant, ils n'étaient pas les seuls motards sur la route, quelqu'un les avait suivis. Le délinquant s'est préparé et a balancé sa batte de toutes ses forces. Malgré tout, aucun de nos héros n'avait été touché. Mais à leur grand malheur, il y avait une troisième moto ennemie. Voyant cela, notre protagoniste a rapidement freiné. Cela lui a permis de s'échapper juste à temps et de transformer l'attaque en tir ami. Bien joué! Le héros a félicité le protagoniste avant de s'occuper lui-même du reste des brutes. Sur ce, ils étaient libres de suivre le camion sans être poursuivis. Pendant ce temps, ailleurs, quelqu'un est entré dans la pièce. Ils ont dit qu'ils devaient voir le chef. Choi Jin-sung avait demandé à cette personne à maintes reprises de ne pas interrompre son travail, mais à sa grande surprise, le subordonné a confirmé que le héros était de retour. Selon Song-min, il avait été repéré suivant le camion près de l'emplacement de Ji-myeon. Selon le numéro 3, puisque le numéro 2 serait là, il devrait pouvoir se débarrasser de l'ennemi, et juste pour être sûr, il a proposé d'envoyer quelques brutes en renfort. Pourtant, le grand chef lui a ordonné de ne pas le faire, disant qu'il attraperait le héros la nuit une fois qu'il se montrerait. Sur ce, le jeune homme a commencé à paniquer, hurlant que c'était peut-être leur seule chance d'attraper le héros. Soudain, il a été réduit au silence par une aura terrifiante. Le grand chef a dit que c'était la dernière fois qu'il lui pardonnerait ses erreurs, avant de lui ordonner de quitter la pièce. Songman était déçu, et quand on lui a demandé s'il voulait déployer ses brutes, il a dit que non. Le petit-fils du directeur a décidé de s'en tenir au plan initial et d'aller observer le héros de près. Pendant ce temps, le héros a décidé de prévenir son ami car il était fort possible qu'il suive le camion jusqu'au quartier général de l'ennemi. C'était tout à fait possible car ils ne savaient pas où le camion les mènerait et ils ont donc décidé de rester sur leur garde. Plus tard ce jour-là, à leur arrivée, nos deux héros ont été plutôt choqués de se retrouver en présence d'enfants. Raizu et l'autre mondeur étaient maintenant dans une école maternelle. Les enfants étaient fous de joie en recevant des jouets et des collations et alors que le camion partait, le héros a été choqué de voir qu'il avait simplement livré des articles à cet endroit. Soudain, quelqu'un s'est approché de lui, la petite fille, pointant la ventouse, a demandé au monsieur au chapeau rouge s'il était un ami du directeur, mais après avoir bien regardé sa tenue, elle a pensé qu'il pourrait être un ami de son grand frère. Le chevalier s'est incliné et s'est présenté comme le héros avant de demander son nom à la petite, mais alors, tout à coup, la petite fille s'est mise à pleurer parce qu'il lui avait touché les cheveux avec la main qui tenait la ventouse. Oh, la gaffe! Elle a même promis de tout raconter à son grand frère. C'est alors seulement qu'un motard est arrivé sur les lieux, juste au moment où l'enfant hurlait à l'aide. Le motard a rapidement retiré son casque. Ce n'était autre que Lee Yi-maon, le numéro 2 des Alphas qui a reconnu le gars à la ventouse comme celui de tout à l'heure. À ce moment-là, le lycéen a été horrifié de découvrir qui était le grand frère de la fille. Le chevalier, lui, était ravi de voir que l'âme charitable de tout à l'heure était le grand frère dont la fille parlait. Quand soudain, Lee Ji-maon a commencé à passer à l'action. Notre héros s'est retrouvé à esquiver un puissant coup de pied sorti de nulle part. Le numéro 2 a dit qu'il se souvenait très bien de lui. Il a exigé de savoir si quand il avait dit qu'il le lui rendrait, il l'avait dit comme une menace. Et sur ce, le chevalier n'a eu d'autre choix que d'esquiver à nouveau le puissant coup de pied. À ce moment-là, le chevalier a tenté d'expliquer le malentendu, mais c'est alors seulement que son ami l'a averti que son adversaire était l'un des alphas. Après avoir entendu cela, le chevalier a qualifié Lee Jae-mian de quelqu'un qui n'était gentil qu'avec sa propre famille, mais un vrai monstre pour tous les autres, et il a donc foncé tête baissée sur le délinquant avec sa ventouse. Yozu l'a averti que son adversaire n'utilisait que ses pieds au combat. À ce moment-là, il a remarqué que la petite fille regardait le combat, alors il lui a dit que c'était dangereux et l'a exhorté à rentrer avec ses amis. Mais à sa grande surprise, la petite fille a crié à ses amis qu'il y avait un combat. Tous les enfants se sont précipités pour voir leur grand frère affronter un mystérieux méchant. C'est ainsi qu'une foule s'est rassemblée autour des deux combattants, acclamant Ji-main à tue-tête. Les enfants ont encouragé leur grand frère et ont même commencé à parier des bonbons et des jouets sur lui. Voyant cela, le protagoniste a commencé à encourager son ami, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé assailli par une horde d'enfants de maternelle. Même le beau gosse avait du mal à comprendre comment il s'était retrouvé dans cette situation. Ji-main a dit à son adversaire que s'il voulait conquérir l'école, il n'avait pas le droit de harceler les enfants de maternelle. Le héros a expliqué que c'était un malentendu et a affirmé que l'alpha était un hypocrite d'essayer de lui faire la morale sur de telles choses. Sur ce, tous deux ont compris que les mots ne servaient à rien et ils se sont chargés l'un l'autre pour parler avec leurs poings. Quand soudain, quelqu'un a interrompu leur combat, l'homme a déclaré avec colère qu'il transmettait leurs mauvaises manières aux enfants avant de les assommer. C'est ainsi que le héros et l'alpha numéro 2 sont tombés d'un seul coup de poing. Cette personne qui se plaignait de la jeunesse d'aujourd'hui n'était autre que le directeur. Un jour, alors qu'il revenait vers les enfants, le jeune homme a été plutôt choqué. C'était la première fois qu'il rencontrait Choi Jin-seung. À l'époque, ce jeune homme était le nouvel élève transféré qui était arrivé à leur lycée. Il prétendait n'être là que pour saluer Ji-myeon avant de quitter l'orphelinat. Selon le directeur, ce jeune homme était là pour acheter le terrain de l'orphelinat, mais craignant que les petits ne soient séparés, le vieil homme a naturellement refusé.
Un jour plus tard, le garçon a commencé à trouver de plus en plus de monde près de l'orphelinat. Malgré tout, il a décidé de les ignorer, voyant qu'ils ne dérangeaient personne. Mais tout a changé un jour lorsqu'un scandale a éclaté, le jeune homme s'est précipité pour retrouver le vieil homme et les enfants. On lui a expliqué comment l'un des élèves de son école avait utilisé de l'argent pour attirer une petite fille avant de la brûler avec une cigarette. À cause de cela, le jeune homme s'est retrouvé rempli de colère et a donc décidé de se hisser parmi les hauts rangs. Et c'est ainsi qu'un jour, il a fait irruption dans le gymnase de l'école. Il était déterminé à montrer aux garçons qu'ils n'avaient aucun droit d'agir comme bon leur semblait, et juste au moment où le petit-fils du directeur le critiquait de s'énerver pour une simple brûlure de cigarette, il a soudainement reçu un coup de pied au visage. Cela dit, les brutes ont décidé de lui sauter dessus. Au final, cela s'est avéré être un massacre à sens unique. C'est alors seulement que cela s'est produit. Le directeur est arrivé de nulle part et a été horrifié de voir l'un de ses enfants tabasser des élèves. C'est là que tout s'est éclairci. Jin-Gyeon a réalisé qu'il était tombé dans un piège malveillant. Au final, le jeune homme s'est retrouvé contraint de payer les dégâts matériels et d'indemniser ses victimes. Pourtant, étant encore étudiant, il n'avait pas ce genre d'argent. En fait, c'était trop même pour le vieux directeur. Plus tard, cette nuit-là, quelqu'un s'est approché du jeune homme. Cette personne n'était autre que Choi Jin-seung qui a proposé un accord de partenariat au jeune homme. Il a affirmé qu'il l'aiderait dès qu'il accepterait. Jim-yeon, réalisant à quel point il était vraiment impuissant, s'est retrouvé à bout et il a donc saisi la main du monstre, lui faisant promettre deux choses. La première était qu'il ne ferait plus jamais de mal à l'orphelinat et l'aiderait même de temps en temps. Quant à la seconde, c'était qu'il rejoigne les alphas sans que le directeur ne le sache. Il a même permis à Choi Jin-seung et à ses hommes d'utiliser le hangar de l'orphelinat. Quand soudain il a été réveillé, voyant à quel point les élèves semblaient effrayés en se réveillant, le vieil homme a commencé à rire en lui rappelant un incident embarrassant précédent. Le directeur a ensuite regardé silencieusement le jeune homme et a exigé de savoir s'il intimidait vraiment les enfants plus faibles à l'école. Pourtant, Jim-Yen a insisté sur le fait que ce n'était pas de simples mensonges. Il a rappelé au vieil homme que sa seule raison de se battre était l'orphelinat et l'a exhorté à ne pas s'en inquiéter. Cela dit, le vieil homme a décidé d'aller faire les courses. Il a ensuite chargé l'adolescent de s'occuper des enfants. Jim-Eo était incapable de ressentir le moindre remords car, au final, protéger cet endroit était sa priorité absolue. Et pourtant, dès qu'il a ouvert la porte, plongé dans ses pensées, il s'est retrouvé devant un monstre implorant d'être sauvé. Tout comme leurs grands frères, les enfants intimidaient un monstre. Les jeunes héros s'étaient donné pour mission de terrasser cette bête redoutable. Au final, le petit roux n'en pouvait plus et s'est déclaré être le véritable héros. Malgré tout, les enfants ont refusé de lui donner le titre puisqu'il n'avait même pas de vraie épée. Cela dit, le combat pour le titre de héros a enfin commencé, et c'est ainsi que les trois puissants loustiques ont chargé le monstre pour la bataille finale. C'est alors seulement qu'ils ont été interrompus. Alors que le héros tentait d'immerger l'intrus dans le jeu, ce dernier l'a exhorté à arrêter ses bêtises, car ils avaient des affaires à régler. Peu après, et une fois dehors, Guy Mahon a demandé à notre protagoniste de quitter cet endroit. Comme il affirmait qu'il n'y avait aucune raison pour eux de rester ici, le héros a supposé qu'il était jaloux de son nouveau lien avec les enfants. Malgré tout, je ne pouvais nier qu'il n'y avait plus de raison de rester. Pourtant, avant de partir, le chevalier a assuré au protecteur qu'il avait encore des affaires en suspens et il a donc tendu la main, affirmant qu'ils avaient de commencer du mauvais pied. D'après ce que le héros avait entendu de son ami, Jae-Myan était autrefois un noble combattant qui tenait tête à la police. Pour cette raison, le héros proposait maintenant une alliance afin de faire tomber Choi Jin-seung. Cette situation a pleinement rappelé au jeune homme l'accord qu'il avait conclu avec le blond. Jae-Myan a dit qu'il n'aimait vraiment pas les autres élèves de l'école et qu'il n'était avec eux que pour le bien de l'orphelinat. Malgré tout, il a affirmé qu'il n'était pas opposé à leur méthode car au final, grâce au soutien des délinquants, ces petits étaient bien nourris et heureux. En échange de son adhésion aux alphas, Choi Jin-seung avait promis de protéger cet endroit et de lui apporter son soutien. Et même s'il décidait de se mutiner, le grand chef serait toujours trop difficile à gérer. Pour cette raison, il a sincèrement conseillé au héros d'abandonner le combat. Voyant cela, le jeune guerrier a jugé inutile d'essayer de raisonner le protecteur plus longtemps. Malgré tout, il les a exhortés à retenir ses paroles, car la prochaine fois qu'ils se croiseraient, ils seraient ennemis. Cela dit, le chevalier a décidé de partir, son ami l'exhortant à sortir du siège du conducteur, et c'est ainsi que nos protagonistes ont quitté l'orphelinat. En chemin, l'intello a demandé aux sportifs s'ils voulaient vraiment faire du protecteur leur allié, et à sa grande surprise, le héros a expliqué qu'il pouvait sentir son hostilité. Grandel possédait un pouvoir spécial qui permettait à son porteur de sentir l'hostilité de l'adversaire. Par exemple, l'hostilité émise par Songman était remplie de cupidité, tandis que celle de Gamyeon venait de son désir de protéger l'orphelinat. Pourtant, voyant que l'allié potentiel avait rejeté le héros, il a décidé de retourner à l'école.
Quand soudain, ils sont passés devant un camion familier, l'ayant reconnu comme appartenant à l'école, ils ont supposé qu'il contenait d'autres objets de soutien. Mais c'est alors seulement que l'épée sacrée a commencé à parler à son porteur, car elle avait une théorie complètement différente en tête. Songman était sur le point d'arriver à destination, il voulait y être le plus vite possible pour enfin se venger de Gamion. Quand il était enfant, Songman voulait d'innombrables choses, et dans la maison où il a grandi, il n'avait que des petites voitures. Mais alors qu'il était plongé dans son backstory, il a été soudainement interrompu. Une énorme silhouette avec une ventouse a déclaré qu'il lui était interdit de faire cela. Le héros a détesté le regard de backstory que le garçon avait dans les yeux et a affirmé qu'il n'avait pas le temps pour ça. Songman a eu du mal à comprendre car il n'avait rien fait de mal au chevalier avant de se faire gifler au visage. Le héros ne pouvait être plus enragé car l'alpha avait pris un enfant en otage. Voyant cela, les alliés de l'ennemi ont décidé d'intervenir. Beaucoup de délinquants se sont précipités pour s'occuper du héros. Malgré tout, il a fermement saisi sa puissante arme et les a tous mis hors d'état de nuire en un clin d'œil. Sur ce, alors que les lycéens commençaient à s'enfuir, l'homme en costume était en colère, mais juste au moment où il se plaignait d'être submergé malgré leur nombre, il a soudainement reçu un coup de pied au visage. Malgré tout, l'homme en costume a réussi à le parer juste à temps. Zheng Baotianlez a exhorté à garder la tête dans le combat. Lim Sang-dong a menacé de blesser la petite fille si ses protecteurs refusaient d'obtempérer, quand tout à coup il a été transformé en Power Ranger noir. Maintenant, le délinquant étant aveuglé, une opportunité d'évasion a été créée pour la petite. La fille a exigé son arme, à ce moment-là, le lycéen a été attrapé par la main. Lim Sang-dong a rapidement projeté l'allié du héros au sol, lui infligeant une grande douleur. La montagne de muscles a rappelé au petit jeune qu'il n'était personne et a menacé de lui ôter la vie. Il a ensuite commencé à chercher son otage, mais n'a pas remarqué qu'elle était plus proche qu'il n'y paraissait. La petite a déchaîné la première technique de son art, connue sous le nom de pousser avant, infligeant une grande quantité de dégâts. À ce moment-là, des œufs fragiles et précieux ont été brisés, le vieil homme au supermarché s'est excusé de les avoir fait tomber, et c'est ainsi que celui dont les bijoux de famille ont été brisés s'est évanoui debout. Quant à l'autre gars, il était hors d'état de nuire, selon les enfants. C'est à ce moment-là que l'intello a crié au protecteur. Il lui a dit que tous les enfants étaient maintenant hors de danger, et qu'il était enfin libre de se déchaîner. À ce moment-là, l'homme en costume a remarqué quelque chose d'horrible. Le jeune homme qu'il protégeait était maintenant inconscient au sol. Quant au héros, il faisait son truc habituel, poursuivant les garçons avec une ventouse. Voyant cela, l'homme a décidé de prendre les choses un peu plus au sérieux. Cela a fait que l'adolescent s'est préparé à une puissante attaque, mais tout à coup, l'homme en costume s'est retourné et a attrapé Sangman. Il a dit que sa priorité principale était de protéger le jeune homme et qu'il devrait régler les choses une autre fois. Malgré tout, le chevalier a refusé de le laisser partir, mais juste au moment où il allait le frapper avec son épée sacrée, sa main a été soudainement arrêtée. Et tandis que le héros avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer, l'homme a expliqué que de tels coups imprudents ne fonctionneraient pas contre lui, et sur ce, il a jeté le roux au loin. Au moment où le héros s'est relevé, le petit-fils du directeur et son garde du corps étaient déjà dans le camion, et sur ce, ils ont pris la fuite, laissant le reste des garçons courir pour sauver leur vie. À ce moment-là, le héros s'est tourné vers son allié, mais à sa grande surprise, ses funérailles avaient déjà commencé alors que la petite fille récitait les mots. Elle a été tapée sur la tête. Jameon a rassuré le chevalier que son ami était simplement assommé. Les deux combattants ont convenu de ne pas essayer de poursuivre les brutes, car au final, leur priorité n'était pas d'abattre l'ennemi, mais de protéger les faibles et les innocents. Cela dit, le héros a pris des nouvelles des enfants qui l'ont couvert d'admiration. Voyant à quel point ces petits s'étaient attachés à leur nouveau sauveur, le protecteur en est resté bouche bée. C'est alors seulement qu'une présence imposante a fait son apparition. Le directeur était enfin de retour et à son grand effroi, l'une de ses petites protégées gisait inconsciente. Le coupable, lui, restait muet, tandis que le vieil homme commençait à paniquer. Sur ce, il s'est précipité pour appeler le 17, mais avait complètement oublié le numéro. Pendant ce temps, Lim Sang-dong, qui n'avait pas réussi à s'échapper à temps, se retrouvait dans une sacrée panade. Il a donc décidé de prendre le vieil homme en otage. Mais alors qu'il tentait de l'agripper discrètement pour l'étrangler, le directeur lui a soudainement frappé les jambes, le faisant tomber la tête la première au sol. Le catcheur professionnel, agacé par les agissements du vieil homme, lui a foncé dessus. Mais avant que cette montagne de muscles ne puisse réagir, il s'est pris une sacrée claque en pleine figure. Le vieil homme, sans pitié, l'a assommé d'un seul coup de sa ventouse, tout en exigeant de savoir si c'était bien lui qui avait blessé la petite fille. En voyant cela, le héros est resté complètement sidéré. Son ami, ainsi que tout le reste de l'orphelinat, était également stupéfait. Cette personne n'était autre que le directeur de l'orphelinat de l'espoir, Choi Gap-soo, qui, figurez-vous, avait été plombier auparavant. Pendant ce temps, sur le chemin du retour vers l'école, il fut confirmé que la marchandise avait été détruite grâce à l'intervention du héros. D'après ce que l'homme avait pu constater, on pouvait affirmer sans risque que Jaimayan était devenu son allié. Sur ce, le garde du corps promit de faire un rapport détaillé dès son retour. Après avoir raccroché, il se sentait profondément frustré. À l'époque, lorsqu'il avait arrêté la ventouse du héros, il avait été submergé par une étrange émotion. C'est pourquoi il avait décidé de se venger de lui la prochaine fois, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Voyant que Jaimayon n'avait pas respecté sa part du marché, Choi Jin-sung ne voyait plus aucune raison de tenir la sienne. Plus tard ce jour-là, au gymnase du lycée Sung Sung Sud, les rangs Gamma
reçurent l'ordre de travailler plus vite car personne n'était autorisé à rentrer chez soi avant d'avoir terminé sa tâche. À ce moment-là, le grand patron est arrivé, exigeant de voir Seong-min. On l'a donc rapidement dirigé vers le jeune homme passablement amoché. Le patron fut choqué de le voir dans un tel état quand, soudain, quelqu'un s'est effondré au sol. L'un des rangs gamma ne pouvait plus supporter le labeur et tandis qu'il implorait pitié, le grand patron le regarda en silence. Avant de lui asséner un coup de pied vicieux à la tête, Choi Jin-sung a affirmé qu'il n'avait aucun droit de se plaindre puisque l'esclavage était la seule chose à laquelle ils étaient bons. Le blond n'aurait pas pu être plus dégoûté par cette race humaine à ses yeux si inutile. Après avoir vu cela, l'autre alpha s'est mis à trembler et à son grand effroi, l'attention du grand patron s'est tournée vers lui. Le blond voulait savoir si le gamer pensait lui aussi que les gens inutiles devraient éviter de devenir un fardeau. À ce moment-là, Songman tremblait de peur et s'est excusé auprès du grand patron, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui désobéir. En entendant cela, le patron lui a dit d'arrêter ses simagrées, là, tout de suite. Songman a hurlé qu'il serait obéissant dorénavant et a imploré son pardon. Pourtant, cela a intrigué son supérieur Jin-sung qui le soutenait. Ses numéros 5 et 4 étant actuellement hors service et son numéro 2 l'ayant trahi, il avait besoin de quelqu'un comme le numéro 3, capable de prendre des initiatives. C'est pourquoi le responsable a élaboré un plan. En l'entendant, le superviseur des transports fut horrifié. Le grand patron lui demanda donc son avis sur le plan. Un peu plus tard, ce jour-là, à l'orphelinat, on expliqua au vieil homme comment les brutes avaient pénétré par effraction et s'étaient fait attraper par la petite fille. Ceux qui se trouvaient devant lui étaient actuellement tenus en joue par la petite fille. Ceux qui n'avaient pas pu s'échapper. Le directeur était dégoûté qu'ils aient attaqué un orphelinat et décida de les signaler aux autorités. Mais comme il avait encore une fois oublié le numéro, le protecteur expliqua que ce serait inutile car les brutes étaient voués à revenir. Le héros était du même avis, car il fallait prendre des mesures drastiques pour gérer ces délinquants. Sur ce, il fit remarquer à Guilmaillon qu'ils partageaient un objectif commun. Pourtant, une fois de plus, l'adolescent refusa de faire équipe avec le chevalier, affirmant qu'il resterait ennemi pour toujours. Malgré tout, Guillain n'eut d'autre choix que d'exprimer sa gratitude envers le héros, car le fait qu'il ait sauvé ses petits était une bonté qu'il ne pourrait jamais rembourser. Le héros se sentit plutôt satisfait lorsque Guillain promit d'attraper l'alpha numéro 3, et il affirma alors que cela suffirait amplement. Voyant cela, le vieil homme décida lui aussi de prêter main forte. Hunsu s'est emballé, pensant que le directeur allait se battre, ce qui l'a forcé à lui rappeler son âge respectable. Le vieil homme voulait simplement leur préparer à manger, ce qui serait la première fois que le héros goûterait aux merveilles de ce monde. À ce moment-là, Lim Sang-dong a demandé quel serait son sort, ainsi que celui de ses camarades. Le directeur a donc fait signe à la petite fille. Sur ce, elle a pointé son arme afin d'exécuter l'ordre sans hésitation. La montagne de muscles a commencé à supplier pour sa vie, affirmant qu'il avait un grand frère à charge, mais la petite de 8 ans s'en fichait éperdument et a tiré son coup. Plus tard cette nuit-là, le héros se tenait seul au milieu des bois. Il a fermement saisi son arme et a attaqué un arbre tout proche. Après cela, il a fait son premier pas en avant et a commencé à pratiquer sa technique comme un fou. Il était implacable, enchaînant attaque sur attaque sans relâche. Le capitaine Chevalier s'entraînait à ses coups de toutes ses forces. Après un court instant, il s'est finalement arrêté. Le héros se retrouvait à bout de souffle. Lui et Grandel ressentaient la même chose. Après son précédent combat contre le grand patron ainsi qu'un des gardes du corps, le héros était désormais certain qu'après son arrivée dans ce nouveau monde, il avait perdu une énorme partie de sa puissance. Pour cette raison, il devait trouver une nouvelle façon d'affronter les brutes. Quand on lui a demandé s'il avait un plan, le jeune homme a confirmé que oui. Plus tard, il s'est agenouillé et a supplié le vieil homme qui était en train de déboucher des toilettes de le prendre comme élève. Le vieil homme était intrigué de voir à quel point ce garçon qui n'était pas d'ici s'investissait dans cette affaire alors que ce n'était même pas son combat. Pourtant, à sa grande surprise, le héros a affirmé qu'il n'avait d'autre choix que de protéger les innocents. Ce n'était pas dans sa nature de rester les bras croisés face à l'injustice. Et ainsi, tandis qu'il était supplié, le président restait stupéfait. Voyant que celui qui se trouvait devant lui n'était pas comme les autres enfants, le vieil homme a finalement accepté car il avait lui-même déjà été confronté à un problème similaire. Quand on lui a demandé ses points faibles, le héros a affirmé qu'il devait améliorer son maniement de l'épée, mais alors qu'il était déséquilibré, le vieil homme a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas se tromper davantage. Selon lui, il ne devrait pas commencer par travailler sa maîtrise de la ventouse. À l'époque, lorsque le rouquin combattait G à Mion, le vieil homme avait pu remarquer quelque chose d'assez intriguant. Le héros n'avait aucune expérience du combat contre des humains. Son expression choquée rendait les choses évidentes, et ainsi la première étape fut décidée. Le chevalier devait entraîner ses compétences en combat au corps à corps. Pendant ce temps, sur un chantier de construction, une voiture s'est arrêtée. Le patron a demandé à son subordonné s'ils étaient au bon endroit. Il était agacé que ce fainéant l'ait appelé ici, sorti de nulle part. Kwok Tai-hwa, le directeur d'une des entreprises de construction, voulait apprendre les bonnes manières aux adolescents. Sur ce, lui et son garde du corps sont entrés dans le bâtiment. Dès que le directeur a vu celui qu'il avait appelé, il lui a hurlé dessus pour son arrogance. Pourtant, voyant qu'il était purement et simplement ignoré, le directeur a demandé à son garde du corps d'intervenir. Sur ce, l'homme a poliment expliqué à l'élève qu'il devrait répondre correctement à la question d'un adulte, quand tout à coup, quelqu'un derrière lui l'a frappé à la nuque, et avant même que l'homme ne puisse s'en rendre compte, il s'est retrouvé frappé
frappé à l'arrière de la tête par un super gorille. Les délinquants étaient agacés que le garde du corps parle comme n'importe quel autre vieil homme. Le directeur a exigé une explication. Choi Jin-sung, allez-vous doubler la quantité que vous fournissez à son lycée? L'homme a trouvé cela scandaleux et alors qu'il hurlait qu'il ne faisait affaire avec eux que parce qu'il avait des relations avec le président, le patron a révélé que personne ne s'adressait à lui. Choi Jin-sung s'adressait à celui qu'il tenait en laisse. Au final, l'homme, dans une situation de vie ou de mort, n'eut d'autre choix que d'accepter, laissant le directeur sidéré par la folie de l'adolescent. Voyant que le premier partenaire commercial avait accepté de doubler les fournitures, le grand patron s'est tourné vers le second. Choi Jin-sung a exigé de savoir si le directeur accepterait le même accord, et juste comme ça, le grand patron a amélioré ses affaires en l'espace d'une seule nuit. Celui avec la batte a demandé quelle était la prochaine étape, puisqu'ils avaient maintenant la capacité de sécuriser les fournitures nécessaires. Quand on l'a interrogé sur le héros, Choi Jin-sung a affirmé qu'ils essaieraient de l'attraper une autre fois car ils avaient des affaires plus importantes à régler. Lim Young, à la demande du grand patron, a cherché les lieux les plus proches de leur école, qui se sont avérés être le lycée Ilseong et le lycée Ilseong. Cela dit, le grand patron a appelé tout le monde sur le pont car ils étaient sur le point de passer à l'action. 14 jours après cette nuit-là, à l'école, en arrivant, le numéro 2 des alphas a confirmé à l'autre bout du fil que les choses étaient plus rasses et plus calmes que prévu. À première vue, les autres alphas étaient absents, ce qui était plutôt étrange. Les gammas de leur école travaillaient désormais avec des élèves qui semblaient venir du lycée Ilseong et du lycée Ilseong. Sur ce, le numéro 2 des alphas a demandé à son allié s'il allait s'en prendre aux numéros 1 et 3. L'ami en question n'était autre que Hyun-soo, l'élève gamma classé 102. Le gringalet a affirmé qu'il serait inutile de les traquer, car il avait obtenu des informations d'un ami qui avait récemment visité l'orphelinat. D'après ce qu'il avait entendu, Choi Jin-sung avait envahi 2 autres lycées et forcé leurs élèves à travailler pour lui. En d'autres termes, le grand patron tentait d'étendre sa domination. Voyant que l'ennemi essayait de prendre le contrôle des 2 lycées voisins, il serait préférable de les détruire d'un seul coup. Jimayom a affirmé qu'il valait mieux ne pas se concentrer sur les lycées déjà vaincus, mais plutôt essayer de prédire lequel le grand patron tenterait d'absorber ensuite. Notre protagoniste a donc comparé cela à un jeu. Pour faire simple, dès que Choi Jin-seung se concentrerait sur un nouveau lycée pour le conquérir, il se concentrerait sur la libération de ceux déjà asservis. En d'autres termes, cette stratégie leur permettrait de se retrouver face à face avec l'ennemi. Yoon-soo a même dit que ce serait la meilleure stratégie pour attraper Songman. Au final, le numéro 2 des alphas fut convaincu par l'efficacité apparente de la stratégie. Plus tard, cette nuit-là, des élèves plutôt faibles se sont retrouvés dans une situation délicate. Les 2 brutes ont expliqué qu'ils seraient punis si leur main-d'œuvre commençait à se relâcher. Yoon Chul-ho, le meilleur élève du lycée Ilseong, a exigé de savoir pourquoi la plupart des jeunes ici venaient de l'école de son partenaire. Alors, le partenaire en question, Bong-gu Tak, le meilleur élève du lycée Ilseong, a fait remarquer que l'un d'eux était un élève transféré de son école. Ils ont trouvé plutôt hilarant que l'élève transféré en question ait fui la charge de travail de son école d'origine pour se retrouver à nouveau asservi dans l'autre. Voyant que la main-d'œuvre n'était pas très motivée, leurs patrons ont décidé de leur remonter le moral. Ils sont tous restés sidérés lorsque le blond a affirmé qu'il détenait les informations personnelles de chacune de leurs familles. Les brutes ont dit que les faibles étaient libres de partir, mais qu'en agissant ainsi, ils mettraient leur famille en danger. La brute musclée fut ensuite impressionnée par une jolie photo de la sœur d'un élève, et alors qu'il commençait à menacer de la dénoncer aux brutes locales de son école, l'un des élèves a finalement cédé. Comme il a accepté de tout faire en échange de la sécurité de sa famille, les délinquants sont restés stupéfaits de voir à quel point c'était un jeu d'enfant. Puis, tout à coup, quelqu'un a décidé de les contredire. Il a affirmé que menacer la famille de quelqu'un ne devrait jamais être considéré comme un jeu d'enfant. Les délinquants étaient intrigués de voir un gamin chétif leur tenir tête. Voyant cela, ils ont exigé des réponses. Ils voulèrent savoir qui il était et à quelle école il appartenait, alors qu'il demandait si les brutes avaient été identifiés, ceux qui se trouvaient devant lui étaient confus. Il a donc expliqué qu'il ne s'adressait pas à eux, mais à son partenaire derrière lui, et à en juger par les apparences, le héros en avait assez vu. Ces hommes avaient recours aux insultes. Ils étaient violents et en plus menteurs. Pour couronner le tout, ils avaient même des tatouages et pour ne rien arranger, ils étaient aussi fumeurs. Ces 2 délinquants représentaient tout ce que le héros souhaitait éliminer, mais à la grande surprise du protagoniste, ils ont affirmé qu'ils ne seraient pas ses adversaires. C'est alors seulement que quelqu'un d'autre est entré en scène. Le numéro 4 des alphas était ravi d'avoir enfin retrouvé le puissant héros, et il était même impatient de reprendre leur confrontation de ce jour-là. À l'époque, sur un terrain de baseball, alors que le jeune homme s'entraînait avec le reste de son équipe, chaque fois que la balle était lancée, il parvenait à l'attraper. Le jeune homme était plutôt habile à son poste. Pourtant, une fois, alors que le lanceur se préparait et décidait de lancer la balle de toutes ses forces, elle a volé à une vitesse incroyable. Malgré cela, l'adversaire a réussi à la repousser avec sa batte, mais il a été incapable d'en contrôler la trajectoire. De retour au présent, le jeune homme, autrefois joueur de baseball, s'apprêtait à reprendre son combat avec le héros. Les 2 autres brutes ont supposé que le chevalier avait maintenant peur, puisque c'était du 3 contre 1. Et juste comme ça, alors qu'il chargeait sur lui, le héros les a rapidement repoussés comme de vulgaires mouches, les laissant tomber impuissants au sol. Cela dit, le héros s'est tourné vers son allié, le pressant de faire sortir les élèves d'ici à tout prix. Être ignoré a grandement irrité les 2 délinquants, quand, tout à coup, ils ont remarqué celui avec la batte derrière eux, et avant même qu'ils ne puissent s'en rendre compte, il a asséné un double coup.
Selon lui, s'il voulait être utile, il n'avait qu'à rester en dehors du chemin. Voyant que le numéro 4 voulait un combat en 1 contre 1, le chevalier a supposé que son adversaire était quelque peu honorable. Il lui a donc été précisé que cela n'avait rien à voir avec l'honneur et que le manieur de Bat préférait travailler seul. Cela dit, les deux allaient maintenant se battre homme contre homme. L'alpha a tenté de porter le premier coup, mais son adversaire l'a rapidement esquivé. À la grande surprise de notre héros, ce délinquant était plus rapide que prévu et il a donc commencé à esquiver coup après coup sans tenter de placer le moindre coup. L'alpha a fait remarquer que cette fois, le héros n'aurait aucune aide des camions. Le héros a donc décidé de clarifier quelque chose. Il a affirmé qu'il n'avait jamais eu besoin d'aide en premier lieu, tout en faisant trébucher son adversaire. Et sur ce, il a été plongé dans un flashback. À l'époque, le héros a affirmé une fois de plus que sa ventouse était une épée sacrée. Le vieil homme a décidé de jouer le jeu, même s'il pensait que c'était de la folie pure et simple. D'après ce que le directeur avait vu, le héros n'avait pas besoin d'essayer d'affûter son physique ou ses compétences. Selon lui, l'adolescent ne manquait que d'une seule chose. Bien qu'étant un combattant expérimenté, le héros ne s'était jamais retrouvé dans un véritable combat en 1 contre 1 et ne savait pas comment manier correctement la ventouse. En d'autres termes, le héros devait s'entraîner au maniement de la ventouse pour les combats en 1 contre 1. Le vieil homme a exhorté l'adolescent à le suivre car il allait maintenant lui enseigner cette compétence. De retour au présent, la brute fut prise au dépourvu mais a réussi à retomber rapidement sur ses pieds. Sur ce, il s'est élancé en avant, visant les jambes de son adversaire. À ce moment-là, la batte n'était qu'à quelques centimètres de briser un os. Pendant ce temps, ailleurs, le directeur, savourant un verre sous le clair de lune, se retrouvait préoccupé par son élève. Malgré tout, il savait très bien qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Après tout, le héros savait désormais comment se battre sans utiliser sa fidèle arme. De retour au combat, la brute avait du mal à croire que sa batte en métal était bloquée par une ventouse en plastique. Malgré tout, il a décidé de saisir l'occasion et a attaqué la garde du héros qui était grande ouverte. À ce moment-là, le chevalier a planté sa ventouse dans le mur et avant même que le délinquant ne puisse s'en rendre compte, c'est lui qui a reçu un coup au menton. L'alpha n'en croyait pas ses yeux, car son adversaire avait maintenant adopté une posture de boxe. Le héros était fier de lui d'avoir fait un jam. Alors Yun-Soo l'a corrigé en disant que ça s'appelait un jab. Sur ce, le héros avait maintenant bien pris le contrôle du rythme, et avant même que son adversaire ne puisse s'en rendre compte, il l'a bombardé d'une tempête de jabs à la ventouse. C'était agaçant de le voir essayer de maintenir la distance, utilisant son arme de cette manière. Il a donc décidé d'utiliser la ventouse à son avantage, lui aussi, mais juste au moment où il était sur le point de la frapper, le chevalier a retiré son arme du mur, le faisant frapper dans le vide. À ce moment-là, le délinquant a perdu l'équilibre, et avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte, il a reçu un méchant coup de poing en plein visage. Mais le chevalier n'en avait pas encore fini, car il a ensuite fermement saisi son épée sacrée et l'a claquée sur la tête de son adversaire afin de lui porter le coup de grâce. Pendant ce temps, à l'école, Jean Mian, qui infiltrait le bureau, s'est retrouvé seul. Selon lui, les dossiers des écoles que le grand patron avait conquises devaient se trouver dans son bureau. C'est alors seulement qu'il a aperçu une enveloppe sur le bureau. Le gardien de l'orphelinat s'est précipité pour vérifier et à sa grande surprise, elle contenait un testament. Pourtant, après l'avoir analysé attentivement, il est resté horrifié. C'est alors seulement qu'il a été repéré. Cette personne l'avait averti maintes et maintes fois de ne jamais entrer dans son bureau, sauf en cas d'urgence. Choi Jin-sung menaçait maintenant de lui ôter la vie, pourtant Jin-yeon s'en fichait éperdument. Il a même dit que si ce qu'il avait lu sur le papier était vrai, il serait sûr de tuer Jin-yeon de ses propres mains. De retour au combat, lorsque le chevalier a frappé son adversaire de toutes ses forces, souhaitant lui porter le coup final, quelque chose d'inattendu s'est produit. Cette facette cachée du délinquant fut enfin révélée, cela a grandement choqué le chevalier, la brute a immédiatement perdu son sang-froid et a désespérément commencé à chercher son masque. Et tandis qu'il le cherchait, les deux autres brutes ont commencé à se moquer de lui, le traitant de lâche alors qu'il était si fier quelques secondes auparavant. Et sur ce, ils ont commencé à le piétiner sans pitié, tout en se moquant de sa cicatrice. Pourtant, même sous leurs bottes, l'alpha ne se concentrait que sur la recherche de son masque. À l'époque, quand il était encore dans l'équipe de baseball, des brutes avaient décidé de s'amuser et avaient caché le masque. Ils lui ont alors fait remarquer qu'il devrait simplement s'en tenir à son poste de lanceur, avant de se moquer de lui pour sa cicatrice, mais dès qu'on lui en a lancé une, le jeune homme fut pris de court. Les brutes se sont alors moqués de son traumatisme, lui reprochant que sa sale gueule avait gâché leur coup de circuit. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase, ce fut quand les brutes le traitèrent de monstre au visage répugnant, incapable de jouer au baseball. Alors le jeune homme décida d'être à la hauteur de leurs mots. À cet instant, il devint un monstre, certain que ces brutes cruelles ne pourraient plus jamais le regarder en face. De retour au présent, alors qu'il cherchait désespérément son masque, il le trouva soudain dans les mains du héros qui le lui tendait. Le chevalier s'excusa même, car il ignorait la cicatrice que son adversaire tentait de dissimuler. Il l'a ensuite aidé à se relever, le laissant très reconnaissant. Et dès que la brute accepta d'arrêter le combat, il fut soudainement frappé au visage, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il tomba au sol. Le combat était alors vraiment terminé. Finalement, l'alpha admit sa défaite. Quant à la suite, Yun-Soo révéla au héros qu'il avait envoyé Gai-Mayan à l'école pour recueillir des données. À ce moment-là, la brute vaincue insista. Le numéro 2 ne trouverait pas la liste s'il était vraiment à l'école.
En apprenant que Choi Jin-seong était là, ils furent tous deux totalement horrifiés. Ce n'est qu'alors que le lycéen reçut une notification. C'était un message de Gai Mayan, un avertissement confus indiquant que le directeur était actuellement en danger. Pendant ce temps, le grand patron et son numéro 2 se retrouvèrent face à face. Choi Jin-seong exprima sa déception envers Gai Mayan, qui aurait pu assurer le meilleur résultat pour l'orphelinat s'il était resté loyal. Il affirma même vouloir tenir sa promesse, mais Gai Mayan douta sérieusement de ses mots en lisant le document. Voir le faux testament au nom du directeur sur le bureau du grand patron le rendit furieux. Gai Mayan réalisa immédiatement que Choi Jin voulait lui ôter la vie pour s'emparer de son orphelinat. Pour couronner le tout, le blond affirma que c'était naturel car il fallait oublier le passé pour se concentrer sur l'avenir. Le numéro 2 n'en pouvait plus et décida d'éliminer le numéro 1 sur le champ. Pourtant, le patron fut rapide et esquiva le coup de pied. Il trouva cela risible, sous-entendant que Gai Mayan pourrait le battre. Pourtant, à sa grande surprise, le protecteur enragé affirma que ce serait facile et d'un coup, il se retourna et frappa le numéro 1 de toutes ses forces. Avec ça, le blond fut projeté hors du bureau. En voyant cela, le grand patron fut impressionné par ses compétences de combat plutôt acceptables et tenta de négocier le retour de la loyauté du jeune homme. Mais celui qui réduisit la distance en un instant était toujours furieux, affirmant que ses compétences étaient bien au-delà de l'acceptable. Pourtant, le patron, qui le bloqua facilement, pensait le contraire. Voyant qu'il n'y avait plus de place pour la négociation, le patron réalisa que ses mains étaient liées et décida ainsi d'éradiquer la nuisance devant lui. Maintenant empêtré dans des chaînes, le jeune homme se retrouva dans une sacrée panade. Choi Jin-seong avait caché ses armes dans les boîtes. Sur ce, le grand patron fit ses adieux à son numéro 2 avant de lui porter le coup fatal. De retour à nos héros, In-Soo s'assura que le chevalier savait utiliser un téléphone. Le héros était inquiet que son ami parte en mission solo, alors In-Soo le rassura en disant que le directeur ne serait pas facile à gérer. Pourtant, la principale préoccupation de Yoon-King était le fait qu'il laissait son ami avec le numéro 4 des Alphas. Le héros demanda à son nouvel allié s'il était vraiment d'accord pour les aider, seulement pour être exhorté à rester silencieux. Et sur ce, chacun prit son chemin. L'Alpha décida de clarifier qu'il ne faisait que rembourser la faveur du héros et affirma qu'il était destiné à perdre face au patron en entrant dans l'école. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que le chevalier était plutôt inculte car il confondait le titre de patron avec un autre des noms de Choi Jin-seong. Cela fit se souvenir le délinquant de la fois où quelqu'un avait désigné le patron par un nom différent lors d'un appel téléphonique. En apprenant que Choi Jin-seong était appelé Mercure, le héros d'un autre monde fut stupéfait. Pendant ce temps, au milieu des bois, le vieil homme qui avait trop bu réalisa qu'il n'était plus dans sa fleur de l'âge. Alors qu'il commençait à se remémorer son passé glorieux, il heurta soudain quelqu'un. Le directeur s'excusa, affirmant qu'il était actuellement sous l'influence de l'alcool. Le vieil homme s'inquiétait pour Gai Mayan, mais il était loin de se douter qu'il devait s'inquiéter pour lui-même. Dès qu'il entendit l'autre nom du jeune homme, le héros fut surpris. Pendant ce temps, devant le gymnase de l'école, des boîtes tombèrent soudainement au sol. L'un des travailleurs s'était effondré. Voyant à quel point la brute était agacée, l'esclave promit de réparer son erreur lors des réparations hebdomadaires. Ce n'est qu'alors que quelqu'un d'autre décida de s'occuper du nettoyage. Et juste comme ça, le pauvre étudiant se retrouva frappé à la tête par une brute musclée. L'Imaï avait décidé de purger leur main-d'œuvre des boulets inutiles. Il utilisa même cet étudiant comme exemple pour faire travailler les autres plus vite. Hai les menaça de ne rien dire de ses méfaits car il s'en prendrait volontiers à leur famille. Sur ce, il leur dit d'emmener le gamin ailleurs puis de reprendre le travail après son réveil. Puis il entendit une voix familière. En le voyant, le gorille musclé fut choqué. Le héros à la ventouse était enfin arrivé. Notre chevalier fit une brève pause pour évaluer la situation après avoir jeté un œil à l'état pathétique de la main-d'œuvre ainsi qu'au fait que l'un d'eux avait été assommé. Il expliqua qu'à l'époque, étant principalement chargé de repousser les démons, il confrontait rarement les humains. Pourtant, d'aussi loin que le héros se souvienne, il y en avait toujours qui étaient consumés par la cupidité. Au début, il pensait que purifier la terre des démons ferait disparaître l'égoïsme humain, mais maintenant il réalise qu'il était trop naïf. Même ainsi, le héros disait tout cela malgré le fait qu'au moment où il avait débarrassé son monde des démons, il avait été téléporté dans ce royaume. Ce n'est qu'alors qu'il fut interrompu. Le grand gaillard l'exhorta à aller droit au but. Agacé par le long discours, il tenta de le gifler sur la tête. Quand soudain, il fut saisi par le poignet. Wenning fut choqué alors que le héros affirmait être parvenu à une prise de conscience. Finalement, il réalisa que ses actions contre les démons n'affectaient pas la malice humaine, car selon lui, certains fils de l'humanité étaient juste pourris jusqu'à la moelle alors qu'ils brisaient la main du géant. Pendant ce temps, à l'intérieur du gymnase, la question de l'origine de la malice humaine fut soulevée. Selon le grand patron, elle provient de la cupidité, car les humains se débarrasseraient naturellement de ce qu'ils jugent inutile. Choi Jin-seong réalisa qu'il devrait utiliser des mots plus doux, car il se débarrassait lui aussi d'un élément indésirable. Le patron décida de mettre fin à ses tentatives de persuasion envers son ancien subordonné, mais l'exhorta fermement à arrêter le combat. Il affirma que dès que ses affaires prospéreraient, l'orphelinat recevrait un grand soutien. Pourtant, son protecteur était incapable de croire un seul mot de ce qu'il disait, car selon lui, quelqu'un qui
a servi les enfants de sa propre école, ne pouvait absolument pas se soucier des orphelins. Ainsi, Jae-maon affirma fermement qu'il n'accepterait plus jamais son soutien. Sur ce, le grand patron lança son attaque car il n'avait plus rien à discuter avec son adversaire. Ji-meon, impressionné par la portée que son ennemi avait acquise, réalisa qu'il serait perdu s'il s'empêtrait dans ses chaînes. Alors, voyant cela, il fit le seul mouvement logique et fonça pour réduire la distance. Pourtant, à sa grande surprise, le patron lui rappela qu'il n'avait même pas l'avantage au corps à corps. Et juste comme ça, le numéro 2 se retrouva transpercé à l'estomac par le premier coup du numéro 1. Malgré la douleur, son esprit combatif ne faiblit pas et il se ressaisit rapidement, ainsi il chargea son adversaire une fois de plus. Choi Jin-sung expliqua que c'était inutile car il était désavantagé quelle que soit la portée. Il affirma même qu'il ne pouvait plus progresser. À l'époque, après s'être retrouvé devant un mur, le jeune Gi-maon déclara qu'il était trop épuisé pour continuer. Cela déçut le directeur, car le garçon agissait comme un pleurnichard, bien qu'il ait été celui qui avait demandé cet entraînement. Pourtant, en l'entendant affirmer qu'il avait atteint sa limite, le vieil homme demanda au garçon la raison pour laquelle il cherchait la force. Gi-maon expliqua qu'il voulait protéger l'orphelinat, et sur ce, le vieil homme lui rappela qu'il lui était interdit d'abandonner en défendant les autres enfants de l'orphelinat. Le directeur expliqua au jeune que la seule façon pour lui d'atteindre sa limite était d'en créer et d'en imposer une. En d'autres termes, Gi-maon devait ignorer ses limites pour se surpasser. Choi Jin-sung ne s'attendait pas à ce que son adversaire immobilise sa chaîne avec son pied, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il se retrouva sur le point d'être frappé à la tête. Même ainsi, les réflexes du grand patron furent rapides et il put esquiver. Choi Jin-sung fut déçu, affirmant qu'il s'attendait à un mouvement spécial, mais qu'en fin de compte, son adversaire avait simplement donné un coup de pied dans le vide. Mais ce n'est qu'alors qu'il réalisa quelque chose d'alarmant, car son adversaire n'avait pas encore atterri. Et juste comme ça, Gi-maon rassembla toutes ses forces et frappa le grand patron de toutes ses forces. Au début, il sembla que ce coup aurait pu faire l'affaire, quand tout à coup le protecteur fut saisi par la jambe. Avant même qu'il ne s'en rende compte, un poing fut planté dans son visage, et sur ce, Choi Jin-sung frappa son crâne contre le sol. Le grand patron était bien conscient qu'il avait perdu la majeure partie de son pouvoir après être né de nouveau dans ce nouveau royaume. Même ainsi, la dernière attaque de son adversaire l'avait vraiment pris au dépourvu. Choi Jin-sung respectait profondément Gi-man ainsi que sa volonté et sa force. Il souhaitait donc que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, ils puissent de coexister en amis. Sur ce, le manieur de chaîne décida de porter le coup final, quand soudain quelque chose intervint. Sa chaîne avait été clouée au sol par une ventouse, rien de moins. Celui qui venait d'arriver remarqua que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré le numéro 1. Choi Jin-sung demanda au roux s'il était vraiment prêt pour ce qui allait suivre, car il avait promis de lui ôter la vie la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Mais le héros le rassura et déclara finalement qu'il serait celui qui lui ôterait la vie. Après tout, il était maintenant face à face avec Mercure des 5 étoiles élémentaires. L'histoire ne retient que les actes, pas l'ignorance. Le moment où les cris silencieux de la justice restent inaudibles, quand le seul espoir ignore le problème et s'en va. À ce moment crucial, à cette seconde décisive, le mal serait autorisé à revenir au gymnase. Le chevalier dit au démon qu'il serait celui qui lui ôterait la vie. Après tout, il était son ennemi, Mercure des 5 étoiles élémentaires. Même ainsi, le grand patron ne pouvait pas croire que le héros était là pour tuer un humain et traita ça de bluff, seulement pour se retrouver à bloquer un coup de poing. Sur ce, le chevalier décida de poser sa question. Il exigea de savoir comment Mercure avait survécu. Après tout, de retour sur leur monde d'origine, c'était lui qui lui avait personnellement coupé la tête. Le héros exigea des réponses du démon. En entendant cela, Mercure cassa simplement sa chaîne en deux et suggéra qu'au lieu de donner des réponses au héros, il lui donnerait la mort. Et sur ce, le démon fonça en se préparant à frapper l'ennemi, quand tout à coup, il se retrouva aveuglé par un tour plutôt familier. Choi Jin-sung était agacé que le héros agisse avec tant d'arrogance après être revenu après si longtemps. Il décida donc de lire entre les lignes et prédit que l'adversaire attaquerait de face. Pourtant, à sa grande surprise, le héros avait disparu. Mercure fut choqué de voir son adversaire derrière lui, demandant un temps mort dans leur combat. Le héros mettait Jeremiah Mukherjee hors de danger tout en lui disant de se reposer pendant qu'il finissait le combat. Même quand son adversaire ne se concentrait pas sur lui, Mercure refusa d'attaquer. Il reconnut qu'il avait été dupé car les choses commencèrent à devenir confuses avec la ventouse et son numéro 2. Choi Jin-sung fit alors remarquer que le héros, en se précipitant pour sauver Jiamia, avait laissé l'ancien directeur de l'orphelinat en grand danger. Et ainsi le chevalier expliqua que l'âge n'était qu'un nombre quand son porteur avait traversé d'innombrables expériences. On pouvait dire que ces mots convenaient parfaitement au directeur, alors qu'il esquivait la lame entrante. Cela choqua grandement le tueur à gages. Le vieil homme traita son agresseur de fou d'être venu jusqu'ici pour le tuer. Ce n'est qu'alors qu'il le reconnut comme Song-man, celui qui avait brûlé la jambe de la petite fille avec une cigarette, le faisant penser que son masque était maintenant inutile. Song-man fonça, affirmant qu'il n'avait pas besoin de montrer du respect au vieil homme, et alors qu'il tentait une estocade, le directeur, qui avait esquivé, se sentit insulté. Il clarifia donc au jeune homme qu'il ne voulait pas son respect parce qu'il était un aîné, mais parce qu'il était toujours un combattant de la vieille école.
Le héros dit au démon qu'il était plus inquiet pour le tueur à gages que pour la cible réelle. Sur ce, le chevalier fonça et exhorta Mercure à se concentrer sur leur combat. Le grand patron fit immédiatement son mouvement et lança sa chaîne sur le héros. Dès que les maillons métalliques s'accrochèrent à sa ventouse, le chevalier se sentit en alerte. Mais juste au moment où le démon commença à célébrer, ayant attrapé la ventouse et essayant de la tirer, il rencontra un problème. La ventouse était plantée dans le sol. Voyant cela, il réalisa que Grandal avait conservé certaines de ses propriétés d'épée sacrée même après être devenue une ventouse. Vint alors le moment de lancer la contre-attaque. Le héros frappa sa fidèle arme de toutes ses forces, lui permettant de tirer son adversaire. Cela choqua grandement le démon, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il se retrouva projeté dans un puissant coup de poing. Mais le héros n'avait pas encore fini, car il saisit le visage de Mercure et le projeta contre des boîtes proches. Le chevalier fut finalement capable de voir la situation dans son ensemble. Il fit remarquer que le démon essayait de recréer l'esclavage qui avait existé sur son monde d'origine. Le héros exigea de savoir si Mercure avait changé du tout, car il utilisait son pouvoir pour asservir les faibles, une affirmation que le grand patron ne nia pas. Sur ce, il chargea le héros et déclara qu'il ne pouvait rien y faire. Quand tout à coup, il saisit sa jambe et décida de lui faire ravaler ses mots. Malheureusement, le héros avait oublié la chaîne. Alors qu'il fit tomber la ventouse de la main de son adversaire, le démon demanda au héros s'il se souciait vraiment de l'humanité, car selon lui, le soi-disant héros n'était qu'une imposture. Le grand patron tenta alors de prendre de la distance, seulement pour être soudainement tiré, car son adversaire ricanant avait maintenant pris sa chaîne. Voyant cela, il supposa qu'être un isekai l'avait sûrement rendu fou. Le héros déclara que c'était possible, car il pouvait maintenant voir son propre chemin devant lui, alors qu'en étant invoqué dans ce monde, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Pourtant, maintenant, tout était différent. Maintenant, tout était clair et le héros avait enfin réalisé son but. Un jour, quelqu'un se précipita vers le duc Carlos. L'un de ses serviteurs se précipita pour l'alerter que le héros se dirigeait vers leur château. Les nobles à sa table étaient fous de joie, car l'élu s'occuperait certainement de la menace démoniaque. À ce moment-là, leurs acclamations capturèrent l'attention d'un jeune homme nettoyant le sol. Le garçon était assez familier avec les rumeurs. Le héros, l'homme qui devint le sauveur de l'humanité en tant que chasseur de démons légendaires. Pourtant, une seule chose intriguait le garçon. Alors que le duc proposait de rassembler les esclaves, le jeune homme commença à se demander si le héros savait que les humains pouvaient être aussi mauvais que les démons. Ainsi, il commença à se demander si le sauveur de l'humanité pourrait aussi devenir leur libérateur. Quelque temps plus tard, sur le lieu de travail, les surveillants exigèrent que les esclaves arrêtent de paresser et se concentrent sur leur travail. Ce n'est qu'alors qu'un vieil homme s'effondra au sol. Cela agaça grandement le surveillant qui appela cela de l'insolence. Il s'en prit au vieil homme, exigeant qu'il arrête de simuler sa maladie. Celui au sol affirma qu'il avait un problème de hanche, mais le surveillant s'en fichait complètement. Ce n'est qu'alors qu'un garçon blond intervint. Les actions de Mercure confondirent le surveillant. Le garçon lui demanda d'épargner le vieil homme et en échange, il prendrait volontiers sa charge de travail. Ce n'est qu'alors que le surveillant remarqua que tout le monde regardait et ainsi il accepta et fit remarquer que le château devait être terminé avant l'arrivée du héros. Cette entreprise qui fit souhaiter la mort au jeune homme était un plan élaboré pour faire gagner du pouvoir au duc. Le vieil homme remercia ensuite le jeune homme courageux. Mercure, qui était forcé d'endurer tout cela, regarda le vieil homme avec un sourire bienveillant et l'aida. Juste à côté du château du duc, il y avait une petite et laide construction. Dès que les enfants virent Mercure et le reste des travailleurs, ils se précipitèrent pour les saluer car au final c'était les gens que le garçon voulait protéger. Les enfants étaient fous de joie de voir arriver le pain du jour, ils étaient même ravis de savoir que chacun d'eux aurait un morceau de pain entier. Ce n'est qu'alors que quelqu'un interpella Mercure pour avoir donné son pain aux jeunes. Cette personne n'était nulle autre que Elia qui offrit de partager sa nourriture et en voyant à quel point elle insistait, le garçon n'eut d'autre choix que d'accepter. Pourtant, le duc commença alors à lorgner la jeune esclave et la trouva extrêmement belle. Face à une perte immense et à la folie, il n'y avait qu'une certaine limite à ce que l'on pouvait protéger. Par une nuit horrible, des cris de désespoir retentirent. Elia était emmenée, tandis que le garçon qui tenta de la protéger était agressé pour avoir attaqué le duc. Celui connu sous le nom de Carlos trouva cela intriguant, car au final, ils étaient tous sa propriété. Il affirma même que, puisqu'il avait été indulgent avec eux à cause des démons, ils devaient avoir oublié leur place. Le duc exigea alors que la fille soit amenée dans sa chambre et que toute opposition soit tuée, ne lui laissant d'autre choix que d'obtempérer. À ce moment-là, Mercure commença à implorer l'aide des autres, et pourtant personne ne parla. À ce moment-là, Mercure réalisa qu'il était tout seul. Le duc affirma qu'il ne faisait que créer plus de problèmes pour le reste des esclaves et exigea qu'il soit exécuté. Quand tout à coup, une monstruosité apparut. Les démons étaient entrés dans le château. L'un d'eux commença immédiatement son attaque et était sur le point d'écraser le duc, quand tout à coup, le monstre fut coupé en morceaux. En voyant leur sauveur, le garçon aux yeux bleus fut laissé sans voix. Enfin, le héros était arrivé. Le chevalier exhorta tout le monde à se mettre en sécurité. À ce moment-là, Mercure commença à souhaiter que le héros soit arrivé trop tard pour sauver le duc. S'il avait eu juste une seconde de retard, l'atrocité qu'il avait endurée et tout ce qui s'ensuivit n'aurait jamais eu lieu. Sur ce, les deux ennemis mortels échangèrent des coups de poing. Chacun d'eux prépara ensuite un coup encore plus puissant et le lança sur l'autre quand soudain l'un d'eux lâcha la chaîne. Cela fit perdre l'équilibre au héros.
Alors que le roux fut pris au dépourvu par ce mouvement inattendu, il fut traité d'hypocrite. À l'époque, il avait l'habitude de sauver les humains quel que soit leur péché, pourtant maintenant il était ici pour combattre des hommes mauvais. Le démon en colère insista auprès du héros qu'il n'avait pas le droit de choisir qui recevait le salut. À cet instant précis, le chevalier a prestement esquivé le coup qui arrivait. Tout près, il l'a aussitôt saisi. C'est ainsi que notre héros s'est solidement ancré au sol et a asséné un coup magistral au grand méchant avec sa ventouse. Dès que l'aube a pointé, la bataille était enfin terminée. Tous se sont mis à acclamer le héros qui avait terrassé l'intégralité des démons. Là-dessus, l'épéiste s'est tourné vers ceux qu'il venait de sauver. Il a reconnu le plus opulent comme étant le seigneur des lieux. Le duc s'est poliment présenté sous le nom de Carlos, et comme le roman prétendait qu'il devait récompenser le chevalier, il parut fort intrigué. Interrogé sur son état, le duc a assuré qu'il allait parfaitement bien, alors le chevalier a précisé qu'il ne s'adressait pas à lui et a désigné le jeune esclave malmené qui avait encaissé de nombreux coups. Le duc a présenté Mercure comme l'un de ses serviteurs. Alors que le héros soulignait que le garçon s'était blessé en tentant de sauver les autres travailleurs, le jeune homme a décidé de prendre la parole pour implorer de l'aide. Si le héros était vraiment une bonne personne, il écouterait sa requête et leur viendrait en aide. Mais au moment même où il s'apprêtait à parler, le duc a menacé de massacrer toutes ses esclaves et leurs enfants s'il osait prononcer le moindre mot, et lui a ainsi ordonné de garder le silence. Le garçon s'est poliment incliné devant le héros qui l'a exhorté à se relever, pourtant le jeune homme, visiblement souffrant, a refusé de regarder directement le chevalier. En fin de compte, un seul mot de sa bouche entraînerait la mort de nombreux esclaves. Sur ce, il a commencé à prier pour que le héros remarque leur profonde misère, mais il ignorait que cet homme était d'une naïveté déconcertante. Mais juste au moment où le héros s'apprêtait à pénétrer dans le château, son groupe s'est précipité vers lui, affirmant qu'il y avait encore plus de démons. Une cour démoniaque venait de lancer une attaque surprise sur la ville voisine, et face à cela, les mains du chevalier étaient complètement liées. Cela dit, il a décidé de se rendre sans tarder à la ville suivante avec son groupe. Malgré tout, le chevalier a insisté sur le fait qu'il reviendrait et a exhorté le duc à prendre grand soin de Mercure. Voyant qu'il avait été sauvé par le héros, le duc a décidé d'oublier purement et simplement l'incident avec le jeune homme, et ainsi le noble est retourné à son château et a accordé à l'esclave une journée de repos bien méritée. À ce moment-là, Alia et les enfants se sont précipités vers Mercure. Ils étaient tous ravis qu'il aille bien, pourtant le jeune homme semblait profondément préoccupé. Alors la jeune fille a décidé de le rassurer en lui disant que puisque le héros était certain de revenir, leur propriétaire n'oserait plus le toucher. Pourtant, les choses n'étaient jamais aussi simples. En voyant le cadavre sans vie de la jeune fille, le jeune homme s'est effondré au sol, anéanti. Mercure n'arrivait pas à croire ses yeux. Le duc avait massacré tous les enfants ainsi que la jeune fille. Ce n'est qu'alors qu'il a appris que le duc avait ordonné que tous les esclaves qui n'aidaient pas à la construction soient purement et simplement éliminés. Malgré tout, Carlos a trouvé que c'était un spectacle plutôt affreux. Quand on lui a ordonné de brûler les corps et de s'en débarrasser, le jeune homme n'en pouvait plus du tout, et alors qu'il disait que le travail reprendrait après la visite du héros, l'esclave désespéré l'a chargé avec une intention meurtrière. Naturellement, sa folie impulsive l'a conduit directement derrière les barreaux. Les gardes l'ont traité de fou furieux pour avoir osé attaquer le duc, et l'un d'eux ne comprenait absolument pas pourquoi il n'était pas exécuté. Il a alors été expliqué que Mercure était maintenu en vie pour sauver les apparences devant le héros, et serait exécuté juste après son départ. Et cela dit, les gardes qui venaient de finir leur quart ont commencé à se moquer de lui pour avoir osé protéger la jeune fille du duc. Tout à coup, ils se sont retrouvés face à face avec une présence des plus menaçantes. Les gardes ont été choqués de voir un démon se tenir juste devant eux. Avant qu'ils ne puissent se précipiter pour donner l'alarme, ils ont été tués sur le champ. Le jeune homme malmené a levé les yeux, le regard vide. Il a vu un seigneur démon devant lui, affirmant qu'il cherchait depuis très longtemps un humain qui haïssait l'humanité. Le souverain démoniaque a alors promis de lui accorder le pouvoir dont il avait besoin pour accomplir sa vengeance, et juste comme ça, un peu plus tard, quelqu'un a fait irruption dans la salle à manger du duc. Au début, ils ont hurlé sur l'esclave pour avoir osé interrompre le dîner de Carlos, seulement pour réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. Le jeune esclave qu'ils connaissaient n'était plus. Les nobles ont hurlé aux soldats d'intervenir, mais le démon a déclaré qu'il les avait déjà tous massacrés. Cela dit, le moment était enfin venu pour Mercure d'exercer sa douce et terrible vengeance. Les cris des nobles résonnaient désespérément à travers la salle alors qu'ils étaient massacrés sans pitié. Pendant ce temps, les esclaves près du feu se plaignaient amèrement de leur vie, et juste au moment où ils commençaient à penser qu'ils mourraient avant de finir le château, le vieil homme a remarqué quelque chose de fort intrigant. Il a remarqué une silhouette étrangement similaire à Mercure s'approchant d'eux, ce n'est qu'alors que quelque chose a été jeté aux pieds des esclaves. À leur grand choc, c'était la tête du duc. Les esclaves se sont précipités pour rencontrer le tueur de leur maître. Ils étaient fous de joie d'avoir été sauvés de la tyrannie et ont commencé à célébrer leur liberté retrouvée. Pourtant, Mercure a trouvé cela absolument ridicule, car au final, ces hommes n'avaient pas levé le petit doigt pour aider qui que ce soit, et ainsi le brisé a décidé de leur montrer l'enfer sur terre. De retour au présent, Mercure a traité le héros d'hypocrite pour s'être autoproclamé sauveur. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que le duc qu'il avait sauvé était en fait un monstre irrécupérable. Le grand méchant a alors révélé la raison pour laquelle il était venu à l'école en premier lieu. Selon lui, la loi de la jungle s'appliquait dans tous les mondes, sans exception, et s'ils n'étaient pas ceux qui souffraient, les dégoûtants fils de l'humanité resteraient silencieux face à l'injustice la plus flagrante.
À ce moment précis, le héros a tenté de lui saisir la main, mais Mercure s'est rapidement libéré, affirmant que le chevalier n'était en rien différent. Le héros se trouvait alors dans une position délicate, ayant perdu l'équilibre. Mercure l'a chargé sans hésiter. Il a expliqué que s'il avait montré aux esclaves un peu plus de compassion, aucune des atrocités précédentes ne se serait produite, quand tout à coup, le grand méchant s'est retrouvé à frapper dans le vide le plus total. À son grand choc, le chevalier était introuvable. Ce n'est qu'alors qu'il a remarqué le héros au-dessus de lui, admettant qu'il ne pouvait absolument pas nier ses paroles. Le chevalier a reconnu que s'il avait été juste un peu plus prudent, il aurait pu sauver bien plus de gens, et donc pour cette raison, il n'avait pas d'autre choix que de mettre fin au mal de Mercure, ici et maintenant. Autrefois, quand ils étaient près du feu, bien au chaud, Hylia a demandé à Mercure s'il connaissait les histoires d'autres mondes. Selon un magicien, il y avait un autre royaume juste à côté de celui-ci, et la jeune fille était plutôt curieuse à ce sujet. Pourtant, Mercure a trouvé cela plutôt ridicule, voire absurde, alors qu'Hylia affirmait que même les esclaves avaient le droit de rêver. Après tout, le jeune homme a essayé de dissiper le malentendu. Le voyant essayer désespérément de retirer ses paroles, elle n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. Hylia l'a alors attrapé par le bras et a commencé à se demander à quoi ressemblerait leur vie s'ils s'étaient rencontrés dans un autre monde, un monde meilleur. À ce moment précis, le jeune homme s'est raidi. La jeune fille a exprimé à quel point il était une personne formidable pour toujours se soucier des autres et même devenir une figure parentale pour les enfants. Pour cette raison, elle a commencé à rêver de l'autre monde en compagnie de cette personne admirable. Hylia a alors demandé à Mercure de lui faire une promesse solennelle. Elle a dit que s'ils devaient se rencontrer dans un autre monde, elle ne voulait absolument pas qu'il ait changé. Après avoir enterré ses proches, le cœur lourd, le roi démon a trouvé plutôt hilarant que la haine de Mercure pour l'humanité soit née de l'amour. Il a rassuré la nouvelle recrue qu'ils pourraient tous les faire revivre en créant un tout nouveau monde. À ce moment précis, le grand méchant a commencé à se souvenir de sa promesse et il a réalisé qu'il devait la tenir à tout prix, coûte que coûte. Cela dit, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un cristal bleu s'est soudainement formé et est tombé lourdement au sol. Le héros l'a ramassé et l'a regardé avec des émotions pour le moins mitigées. Ce n'est qu'alors qu'il s'est réveillé. Jimeo, maintenant pleinement conscient, a demandé au héros ce qui venait de se passer. Alors le chevalier a expliqué qu'après un combat acharné, ils avaient réussi à vaincre le grand méchant. Mais à la grande surprise de Jimayon, celui qui gisait au sol n'était pas leur adversaire de tout à l'heure. Il lui a donc été expliqué que c'était le véritable Choi Jin-seung et que la pierre magique avait la capacité de voyager entre les dimensions et de prendre un autre corps comme vaisseau. Le héros a alors affirmé que Jin-seung était sur le point de se réveiller et qu'il devait se rendre sans tarder à l'orphelinat. À ce moment précis, Ji-mayon a été stupéfait en réalisant que tout le charabia du héros n'était pas seulement pour rire, mais bien réel. Peu après, à l'orphelinat, la moto s'est enfin arrêtée dans un grincement. En arrivant, Yunshu a été intrigué par le calme ambiant et a supposé que le directeur était déjà au lit. Ce n'est qu'alors que le vieil homme a révélé qu'il était bien trop tôt pour son coucher habituel. Le directeur a affirmé qu'il avait failli perdre connaissance après un seul petit verre. Il portait sur son dos celui qui venait tout juste d'essayer de le tuer. Mis à part son mal de dos, le vieil homme semblait aller parfaitement bien. Ce n'est qu'alors que quelqu'un est entré en scène affirmant que le plan avait lamentablement échoué. L'homme en costume a expliqué qu'il n'avait jamais prévu d'entrer dans le monde criminel, pourtant ses mains étaient désormais liées. Yun-soo l'a immédiatement reconnu comme le garde du corps de Songman. Mais alors qu'il commençait à paniquer, le directeur l'a aussitôt rassuré. Le garçon a demandé au vieil homme s'il avait une sorte de coup secret dans sa manche, une botte secrète. Alors le directeur a révélé que sa mémoire était enfin revenue, lui permettant de se souvenir du numéro 1. En un éclair, les gangsters se sont retrouvés complètement encerclés par la police. Pendant ce temps, en chemin vers l'orphelinat, Jai-maon et le héros ont été choqués de voir des voitures de police passer à toute vitesse. Le héros a alors dirigé son ami vers leurs alliés. Dès que le vieil homme et le jeune homme ont repéré l'étrange et le porteur de ventouses, ils se sont précipités pour les saluer chaleureusement. Jai-maon est immédiatement allé voir le vieil homme car la vue de la police l'avait laissé dans un état de panique totale. Heinz a alors demandé au chevalier des nouvelles du grand méchant. En apprenant qu'il avait été vaincu, l'étudiant a été laissé complètement choqué. Son école était maintenant enfin libérée de tous les tyrans. Le garçon s'est retrouvé incapable de contenir sa joie et s'est précipité pour serrer le héros dans ses bras comme une jeune fille excitée. À ce moment précis, d'autres individus se sont précipités pour se joindre aux célébrations de la victoire. Les enfants étaient également ravis d'avoir gagné. Le directeur a commencé à les gronder d'être éveillés à une heure pareille. Alors, ils l'ont blâmé d'avoir appelé la police et leur sirène assourdissante. Cette scène adorable a dessiné un petit sourire sur le visage du héros victorieux, car au final, la victoire était tout ce qui comptait vraiment. Une fois à l'intérieur, le vieil homme a offert aux adolescents une boisson pour calmer leurs nerfs, histoire de se détendre. Jae-Mei-yoon s'en fichait éperdument et a éclaté contre le directeur pour avoir préparé un testament, seulement pour que son crâne soit cogné sur la table pour avoir été si bruyant. Le directeur a expliqué qu'il était assez âgé et qu'il devait préparer un testament juste au cas où, on ne sait jamais. Il a ensuite affirmé qu'il n'était pas prêt de mourir, loin de là. Pourtant, il n'y avait rien de mal à faire quelques préparatifs, car une fois qu'il partirait, le changement serait inévitable. Yun-soo était d'accord avec le directeur, car au final, le changement était inévitable, une force de la nature. Même l'école n'était pas à l'abri de ce concept. Les crimes de ces délinquants, ainsi que le rapport du protagoniste à ce sujet, ont fait un véritable buzz en ligne. À cause de cela, les autorités ont finalement décidé d'enquêter sérieusement sur l'école. En conséquence, les principaux intimidateurs, le président ainsi que les enseignants ont été inculpés pour leurs crimes. Mais le changement le plus surprenant était le fait que le héros voulait retourner dans son monde d'origine.
Le garçon perplexe a exigé de savoir comment il parviendrait à faire cela. Alors le chevalier a expliqué qu'après avoir vaincu le grand méchant, il avait obtenu ce cristal magique qui peut voyager à travers les dimensions et prendre un autre corps comme vaisseau. Le seul problème était qu'un magicien était nécessaire, mais selon lui ce serait difficile car ce monde était totalement dépourvu de mages. Mais il ignorait qu'il ne pouvait pas avoir plus tort car l'un d'eux était sur le point de frapper à sa porte. À l'instant même, Yansu a souligné que cette dimension n'avait pas de magicien, pas le moindre, mais ce n'est qu'alors que quelqu'un l'a contredit. En étant salué, le héros a été laissé complètement choqué. Quand on lui a demandé s'il avait été reconnu, le héros a été choqué par le vieil homme familier. Mais à sa grande surprise, Yunsu a également reconnu Ibib, le magnate culinaire. Quand on lui a demandé comment il le connaissait, l'étudiant a affirmé que cet homme était une véritable célébrité. Ibib était l'expert culinaire numéro 1 et la société de recherche alimentaire, et leur mayonnaise était considérée comme la numéro 1 mondiale, un vrai délice. Ce n'est qu'alors que l'homme s'est incliné et a salué le héros. Le chevalier était intrigué car c'était la toute première fois que son ami le saluait ainsi, alors le vieil homme a expliqué qu'il avait l'air cool en le faisant, un vrai style. Voyant que le héros était bien en terrain connu avec le vieil homme, le lycéen a fait le lien, tout s'éclairait. L'homme devant lui était le grand mage Ibib, l'un des alliés du héros. Cela dit, le vieil homme a décidé de discuter de certaines questions importantes. Quelque temps plus tard, au quartier général d'Ibib, le lycéen a été laissé assez choqué, voire stupéfait. Il s'est avéré que l'invocation du héros faisait en fait partie du plan du mage pour obtenir les pierres magiques démoniaques. En apprenant qu'Ibib cherchait un moyen de l'amener ici depuis tout ce temps, le héros a finalement compris pourquoi le magicien n'avait soudainement disparu de la circulation. Le vieil homme a expliqué que juste avant leur bataille finale, il avait commencé à étudier les cristaux magiques qu'il avait obtenus des 5 étoiles élémentaires. À son grand choc, les cristaux étaient imprégnés de 2 malédictions distinctes. La première leur permettrait de posséder un vaisseau et la seconde de traverser les dimensions. Pour aggraver encore les choses, les cristaux étaient programmés de telle manière qu'ils s'activeraient dès qu'ils seraient manipulés. Sur ce, les pierres se sont répandues entre les dimensions, entraînant le mage avec elles. Peu après, Habib s'est réveillé dans le corps d'un entrepreneur culinaire totalement dépourvu de ses pouvoirs magiques. Même alors, il devait absolument faire quelque chose, c'est pourquoi il a créé une mayonnaise avec le pouvoir de créer des cercles magiques. Ses recherches ont ensuite montré que le cercle magique ne pouvait être activé que par le sang et les larmes d'un étudiant. Quelle histoire! En d'autres termes, Habib était le cerveau derrière la tendance virale de la mayonnaise. Chaque fois qu'un étudiant implorait de l'aide sur internet, il leur envoyait les instructions pour invoquer le héros. Mais juste au moment où il commençait à exprimer sa gratitude envers le lycéen qui avait amené le puissant héros dans ce monde, il a été soudainement frappé en plein visage. Le héros l'a attaqué avec une rage folle. Habib était furieux contre celui qui lui avait fait croire à la tendance ridicule de la mayonnaise qui lui avait presque coûté la vie. Il a même déclaré que l'homme lui avait causé énormément de problèmes. Malgré tout, je ne pouvais pas nier le fait que cela avait permis au héros de vaincre tous les délinquants. Le héros s'est alors inquiété du sort du reste des 5 étoiles élémentaires. Alors Ibib a expliqué que seul Mercure était arrivé dans ce monde. Quant aux autres, il y avait de fortes chances qu'ils soient toujours dans leur dimension d'origine, rassemblant leurs forces pour leur grand retour. En d'autres termes, le chevalier et le magicien devaient rentrer chez eux immédiatement afin de faire face à cette menace le plus rapidement possible. Du côté positif, le cristal magique acquis après la défaite de Mercure leur permettrait de créer une porte de retour vers leur foyer. Selon le mage, le portail serait prêt dès demain matin. Plus tard, ce jour-là, après avoir pris une bonne bouffée d'air frais, nos héros sont retournés à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la toute première fois après une longue période. Leur courte aventure, qui a semblé durer un mois entier, a commencé d'une autre manière folle, comme à leur habitude. Cela dit, Yunshu a remercié le héros de lui avoir accordé son souhait d'avoir une vie scolaire normale et paisible, mais le chevalier a insisté sur le fait qu'il ne faisait que son devoir, rien de plus. Pourtant, le garçon a maintenu que le héros l'avait profondément inspiré. Pour cette raison, Yunshu a décidé de s'accrocher fermement au rêve qu'il avait abandonné. Tout comme par le passé, il aspirait à devenir policier exactement comme sa mère. Le héros a immédiatement reconnu ces personnes comme les défenseurs de ce monde que Ji-Mion avait mentionné. Par le passé, l'enfant idolâtrait sa mère, pourtant il a abandonné son rêve après sa mort alors qu'elle poursuivait un criminel. À cause de cela, la peur a envahi sa vie et l'a empêché de défendre les autres, de prendre position. Pourtant, maintenant, le garçon voulait changer sa mentalité afin d'affronter ses peurs les plus profondes. Au final, Yunshu s'est traité de lâche et a dit qu'il ne pourrait peut-être jamais réaliser son rêve le plus cher, mais le chevalier n'était pas d'accord et a dit que son ami était très courageux, un vrai héros. Après tout, quelqu'un qui ne fuit jamais était destiné à devenir un grand officier, c'est certain. Sur ce, le garçon a tourné son attention vers le héros et lui a demandé s'il avait un rêve à lui, un désir profond. Et ainsi, le chevalier a révélé qu'il avait un souhait secret, bien gardé. Quand il était enfant, il est devenu connu comme le héros après avoir été choisi par l'épée sacrée. Bien sûr, il était heureux de pouvoir aider les gens, mais il souhaitait aussi un moyen d'échapper à ses lourdes responsabilités. Malgré tout, le héros n'a jamais osé prendre un jour de congé car son repos pourrait entraîner la mort de quelqu'un, une catastrophe. Mais alors qu'il continuait à bavarder sur sa situation, il a été soudainement attrapé par le bras. Yunshu a décidé de lui accorder le jour de congé qu'il désirait tant, une vraie aubaine. Et cela dit, les deux se sont précipités à la salle d'arcade. Yunshu a présenté ses amis à un jeu amical, une partie tranquille, mais peu après, ils ont fini par s'excuser d'avoir endommagé la machine, quelle gaffe! Nos héros sont ensuite allés à Abafei et voyant comment le roux avait commencé à manger comme un ogre, ils ont été forcés de s'excuser auprès du chef également. Yunshu, Grandel et le héros sont ensuite allés au cinéma où ils ont tous passé un excellent moment.
Peu après, le héros a été intrigué lorsque son ami lui a demandé de regarder devant et de prendre quelques pauses. Les passants ont été laissés stupéfaits car on aurait dit qu'un singe bruyant était à l'intérieur du photomaton, quel vacarme. Et cela dit, le plaisir de nos héros a finalement pris fin. Le héros a alors exprimé à quel point il était content du cadeau de Yunshu et a promis d'en prendre le plus grand soin. Quand on lui a demandé l'heure de son départ, le chevalier a décidé de confronter son ami à la vérité, mais ce n'est qu'alors que le mage est apparu, comme par magie. La porte était maintenant prête et le héros et Hibib pouvaient enfin partir, l'heure était venue. Malgré l'envie de rester un peu plus longtemps, s'amuser était un privilège qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. Le héros a essayé de dire ses adieux. À ce moment précis, Yunshu l'a remercié pour tout et lui a souhaité de rentrer chez lui en toute sécurité. Le lycéen a alors demandé à son ami d'un autre monde d'empêcher les démons de revenir pour de bon. Et cela dit, une promesse solennelle entre deux amis a été faite. Et juste comme ça, le chevalier et le mage ont fait leurs adieux, un dernier signe. Le héros était enfin parti, envolé. Une nouvelle matinée s'est enfin levée, pleine de promesses. La routine quotidienne de notre protagoniste n'a pas beaucoup changé car il se préparait pour l'école comme d'habitude. Une petite différence était qu'il a commencé à siroter le thé que le directeur lui avait donné avec délectation. Hyunshu, qui a décidé de ne rien changer à sa vie quotidienne, a commencé à se demander ce que le héros pouvait bien faire. Malgré tout, une chose était certaine, pour la toute première fois, Hyunshu se sentait excité d'aller à l'école. Ce sentiment de sécurité était le plus grand cadeau que le héros lui avait fait, un trésor inestimable. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la sainte servante s'est précipitée pour chercher le héros qui avait tout le monde qui l'attendait. Ce n'est qu'alors qu'elle a remarqué l'étrange papier qu'il tenait dans sa main. Le chevalier a révélé que c'était